émission qui commence à être chaude, seulement dans les coulisses. On n'a pas encore lancé la thématique de ce soir, mais déjà dans les starting blocks, ça brouille des discussions dans le plateau de Tout au clair de ce soir, sur la télévision du monde. Et ce soir, nous allons parler à la fois de santé, mais aussi des stades. Vous le savez, depuis quelques jours, le secrétaire général de la présidence de la République a donné instruction au ministre des Sports et de l'Éducation physique de démanteler les centres agréés de prise en charge des personnes Covid à travers 3 régions du triangle national, le centre, le sud-ouest et le littoral. Une mesure qui jusqu'ici semble créer la controverse et à date, les 10 centres n'ont toujours pas été démantelés. Pourquoi? Comment? On fera le tour de la question ce soir avec nos différents invités dans le cadre de cette émission de Tout au clair sur la télévision du monde. Tout au clair, vous le savez, est une émission interactive. Vous pourrez donc contribuer à travers le 6 99 57 30 26, c'est l'un des codes d'accès, ou alors nous écrire directement via notre page Facebook LTM TV officielle et vous pourrez participer, apporter votre contribution à ce débat interactif, ce débat du soir, le talk show de réflexion sur la télévision du monde. Une fois de plus, mesdames, messieurs, bonsoir, bienvenue. Dans quelques instants, la présentation des hommes qui nous accompagneront pendant ces 120 minutes d'émission. Ils seront 4 à nous accompagner ce soir dans le cadre de ce débat interactif sur la télévision du monde, le débat républicain, c'est sur la télévision du monde. Dès 21h, nous commentons avec vous l'actualité. Et ce soir, nous vous l'avons dit, nous parlons du démantèlement des centres agréés spécial Covid créés dans plusieurs régions du pays. Ces centres devront être démantelés. L'appel est du secrétaire général de la présidence de la République. Injonction a été donnée au ministre des Sports et de l'Éducation physique qui est par ailleurs saisi son homologue du gouvernement, le docteur Manaouda Malachi, pour s'exécuter sur ces hautes instructions du secrétaire général de la présidence de la République. À date, les 10 centres sont toujours érigés. Pourquoi n'ont-ils pas toujours été démantelés? Toute une controverse est née autour du démantèlement de ces infrastructures sanitaires qui avaient occupé le temps de la période de Covid, ces installations sportives. Et pour donc discuter cette thématique avec nous ce soir, nous avons le représentant du Rassemblement démocratique du peuple camerounais, Maître Joseph-Claude Biliga, par ailleurs avocat au barreau du Cameroun. Avec lui, nous commençons les présentations de cette émission de ce soir. Maître Biliga, bonsoir. Bonsoir. Merci de nous accompagner encore ce soir. Merci de m'avoir invité. C'est toujours un plaisir de vous avoir au rendez-vous. Moi aussi. C'est un plaisir partagé. Vous savez très bien pourquoi. Oh, si tu peux me le rappeler, ça me ferait pas du mal. Bien évidemment, vous étiez le premier invité dans le cadre de ce débat intellectuel sur la télévision du monde. Oui, c'est vrai. Merci beaucoup à vous de nous accompagner encore ce soir. À côté de vous, un qui nous vient pour la toute première fois dans le cadre de ce débat interactif sur la télévision du monde, c'est le premier secrétaire du Peuple uni pour la rénovation sociale. Depuis, Serge Espoir Matomba, ancien candidat à la dernière élection présidentielle, est avec nous ce soir. Serge, bonsoir. Bonsoir. Merci d'être avec nous ce soir. Vous savez, c'est un plaisir de toujours partager sur des sujets qui intéressent les Camerounais et qui, ma foi, apportent une contribution pour l'évolution de notre pays. Votre contribution nous est chère ce soir et nous allons en profiter au maximum. Merci à vous, Serge Espoir Matomba, d'être avec nous ce soir. Je rappelle, le premier secrétaire du PURS qui est avec nous dans le cadre de ce débat. En face, 2 autres messieurs, notamment le représentant du Social Democratic Front. On a coutume à appeler cette formation politique la principale de l'opposition. Le SDF pour ce soir est représenté par Xavier Bélémé Anang, qui est notamment, il faut le rappeler, l'un des hauts responsables en charge de la communication du Social Democratic Front. Bonsoir. Bonsoir mon cher Félix, secrétaire régional à la communication SDF Littoral. Merci beaucoup de nous accompagner encore ce soir. C'est nous qui vous remercions de l'honneur que vous nous faites en nous invitant à votre prestigieuse émission. Et nous croyons que durant les 2 heures de débat, nous pouvons apporter notre modeste contribution pour mieux éclairer l'opinion publique. Votre sujet
en rapport avec l'actualité du moment. Votre contribution est significative sur cette question. Et puis, vous le savez, notre consultant permanent est encore avec nous ce soir. Bonsoir, Aveline Mirelet. Merci de me joindre à votre panel. Je saisis cette occasion pour féliciter le président Espoir Matomba pour son engagement dans la lutte pour la préservation des terres, des populations autochtones de la région du département du Cap. Et je pense que cette lutte qui est en train de porter ses fruits inspire d'autres revendications de même nature, que ce soit dans le sud profond, dans la vallée du Thème, que ce soit dans le Mungo. Et toutes ces luttes sont légitimes. Merci beaucoup, Aveline Mirelet. On entre dans le sujet avec vous. La note est signée du ministre des Sports et de l'Éducation physique, le professeur Narcisse Mwale-Kombi. Une note dans laquelle on peut lire de façon expressive sur haute instruction du secrétaire général de la présidence de la République, ministre d'État. Il faut démanteler les hôpitaux spéciaux Covid qui ont été créés dans 3 infrastructures sportives, notamment de Yaoundé, de Douala et du sud-ouest du Cameroun. Comment comprendre cette décision qui est ainsi prise? Premièrement, j'appartiens à ceux qui pensent qu'il faut laisser le gouvernement gouverner. Il ne faut pas que chaque fois que le gouvernement indique la voie à suivre, qu'il y ait de la spéculation qui jaillisse partout. Des gens qui n'ont parfois rien compris de ce qui se fait, qui ne savent pas le bilan, qui ne savent pas ce qui se faisait, mais qui, parce que on entretient un climat de surenchère permanente dans la vie, dès que le gouvernement a pris un acte, on bavarde. Les équipements qui avaient été construits dans certaines conditions spéciales étaient des équipements prévus pour être démontés. Le Stade Aqua n'est pas un hôpital. Il devait servir de façon tout à fait circonstancielle de lieu où on peut recevoir les malades du Covid, lorsque l'épidémie donnait l'impression de s'aggraver. On craignait qu'il y ait beaucoup de malades, on craignait que les formations hospitalières classiques ne soient débordées, comme on a vu dans d'autres pays. Dieu nous a aidés, la maladie n'a pas pris l'ampleur qu'on a vue. Par exemple, aux États-Unis, en France, en Italie. Et les formations hôtelières classiques, l'hôpital Argentini, je crois l'hôpital général ici à Douala, gynéco-obstétrique, Bonasama, etc., ont été capables de faire le travail. Ces formations n'ont pas été débordées et nous n'avons pas appris dans le pays que dans d'autres localités, les formations qui avaient été retenues pour diligenter les soins pour cette épidémie ont fait preuve de dépassement. À partir de ce moment-là, les infrastructures qui avaient été réquisitionnées comme les stades, etc., peuvent être restituées à leur propriétaire de départ, qui est, dans le cas d'espèce, le ministère de la jeunesse, enfin le ministère du sport et de l'éducation physique, je crois que c'est ça. Oui. Voilà. Nous sommes habitués, les gens de mon âge sont habitués à la jeunesse et sport. Il paraît que ce ministère a changé de nom, il est devenu jeunesse. Non, c'est sport et éducation physique. Ok. Donc ces infrastructures sportives dont la vocation première n'est pas de servir d'hôpital, étaient appelées à servir d'hôpital pendant un certain temps. Si le gouvernement estime que la situation sanitaire du moment permet de restituer ces infrastructures à leur propriétaire initial, qui est le ministère en charge du sport, eh bien, je ne vois pas pourquoi on devrait faire, pourquoi est-ce que certains jaseurs professionnels devraient trouver là une forme de commerce pour exister une fois de plus. Parce que maintenant, dès que le gouvernement touche, vous voyez des gens réagir. Dès que le gouvernement se tait, vous voyez les gens réagir. Dès que le gouvernement rit, les gens réagissent. Mais je dis à nos compatriotes que il faut qu'on ait un gouvernement. Et il faut qu'on se laisse gouverner. C'est parce que dans certaines circonstances, les gens refusent de se laisser gouverner
que nous avons des catastrophes qui surviennent comme à l'occasion des inondations passées, que la ville de Douala est dans cette situation de délitement où il est clair que les gens ne doivent pas occuper les voies publiques pour des activités qui n'ont rien à voir avec la circulation. Et cela se fait parce que les gens ne veulent pas se laisser gouverner. Et quel que soit celui qui sera au pouvoir, demain ou après-demain, il aura besoin de gouverner et il faudra qu'on le laisse gouverner. Alors ça, j'espère, Matomba, vous qui êtes avec nous ce soir, était-ce la décision à prendre, celle d'appeler au démantèlement de ces structures ou alors de ces hôpitaux spéciaux qui avaient été créés à raison de la pandémie Covid-19? La question qu'on se poserait à la suite de votre question, c'est était-ce la décision à prendre en construisant ces hôpitaux provisoires, si vous voulez, dans les stades. Mais je crois que nous devons ici convoquer un fait, le fait de faire confiance aux Camerounais et le fait de faire confiance, n'est-ce pas, à nos différents chercheurs et scientifiques. Parce que nous ne pouvons pas prendre des décisions sur des coups de tête ou alors sur des analyses qui ont à voir avec des réalités de d'autres environnements. Vous savez, la pandémie du Covid que nous avons tous vécu a été un effet de surprise pour tout le monde. Personne n'était préparé, même dans les pays qui ont un plateau technique beaucoup plus élevé que le nôtre, ont dû faire recours à plusieurs méthodes et moyens pour pouvoir contenir, n'est-ce pas, ce virus. Mais alors, est-ce que nous n'avons pas fait chez nous uniquement du copier-coller? C'est là toute la question et toute la problématique. Parce que si nous avions fait appel, tout au moins, à nos différents chercheurs, à nos scientifiques, à nos médecins, et qu'on essayait de discuter en profondeur avec eux, on essayait de comprendre si ce qui se passe ailleurs peut, n'est-ce pas, avoir le même impact chez nous qu'ailleurs, peut-être là, on aurait pris une autre décision au lieu d'anticiper en construisant, n'est-ce pas, ces infrastructures dans des terrains sportifs. Mais alors, il faut aussi le dire, si le gouvernement ne le faisait pas, nous allions dire que le gouvernement n'a rien fait. Mais toujours est-il que quelque chose a été fait, mais je pense toujours que ces décisions n'ont pas été mûries. Comme la plupart des projets qui sont, n'est-ce pas, réalisés dans notre pays, qui ne subissent pas une certaine maturation. Donc il faut dire que désormais, c'est une invite, n'est-ce pas, en direction de nos gouvernants pour la maturation des projets avant implémentation. Même si nous sommes pris de court, nous devons quand même mettre plusieurs personnes à contribution avant d'aller, n'est-ce pas, avant de prendre des décisions pour arriver à n'est-ce pas, l'implémentation de certains projets. Alors, Xavier Bellemé, est-ce que finalement, si on s'en prend à ce que vient de nous dire Serge Espoir Matomba, la décision a-t-elle été prise activement au point de ne pas penser à la maturation du projet, celui de l'érection de ces hôpitaux spéciaux qui auraient ou qui donneraient plus de perspectives à la prise en charge de la pandémie Covid-19? Merci mon cher de me passer la parole, mon cher Frédéric, mais il faut d'abord rappeler une chose. Parce qu'à la suite de la sortie de l'honorable Jean-Michel Nitier, qui démontrait à suffisance à l'époque et à son temps le scandale financier qui entourait cette malheureuse pandémie chez nous, le ministre de la Santé avait commis un communiqué qui essayait d'apporter en détail par chiffre ce qu'a été les dépenses publiques qui ont été engagées. Il y avait donc, dans son communiqué, on était à peu près environ 22 milliards dépensés, dont 873 millions ont été consacrés à la construction de ces hôpitaux de campagne qui ont occupé 3 villes dans 3 villes différentes, notamment Limbe, Douala et Yaoundé. Et maintenant, il est saisi par son homologue du gouvernement, le MINICEP, sous haute instruction du ministre d'État, secrétaire général de la présidence de la République, pour le démantèlement de ces centres spéciaux Covid-19. Cela pose deux problèmes. Le premier problème, ça montre l'absence totale d'une vision managériale
d'une vision managériale de la part du gouvernement. Et puis le 2 est l'absence de la coordination gouvernementale. Et finalement, c'est le secrétaire général qui est le véritable chef du gouvernement au Cameroun. Pour eux, c'est le PM. Parce que, à ma connaissance, un ministre de sport et l'éducation physique n'est pas au-dessus du ministre de la Santé. Et ils ont un chef, c'est le Premier ministre, le chef du gouvernement. Et quand vous lisez la lettre du MINICEP adressée à son homologue du ministre Santé, c'est-à-dire que c'est une injonction donnée de chef hiérarchique qui s'adresse à son subordonné. D'accord. Et ça, c'est un problème très grave à la République. Et cela finit par convaincre tout le monde qu'effectivement, le Premier ministre au Cameroun n'existe pas. Et que soit il est de fait, et le véritable chef du gouvernement, c'est le secrétaire général de la présidence de la République. Donc, quand je dis, voilà déjà des milliards qui partent en fumée. Et autant de l'argent du contribuable qu'on a engagé et qui aujourd'hui, et d'ailleurs ça réconforte l'honorable Lucho dans sa sortie, qui a posé le pied à la fourmilière en dénonçant gravement le scandale financier qui entourait la lutte contre cette pandémie. Et en passant, je voudrais préciser, le Premier ministre chef du gouvernement est le président du comité de la riposte Covid-19. C'est-à-dire qu'il réunit deux responsabilités. Deux responsabilités sont réunies en une seule personnalité, c'est-à-dire qu'il est chef du gouvernement et patron d'un gouvernement, en même temps président du comité de lutte contre la riposte. Comité de riposte contre le Covid-19, autant pour moi, excusez-moi. Et on se demande, un ministre, un membre de son gouvernement, qui reçoit plutôt les ordres du secrétaire général de la présidence de la République. Ça veut dire que le secrétaire général de la présidence de la République a un problème. Donc, il faudrait qu'on nous éclaircisse très bien pour ça, pour qu'on ait une bonne lecture du fonctionnement du gouvernement au Cameroun. Et c'est pour ça qu'on a souvent vu dans les nominations, on nomme le Premier ministre lui-même en train de crier qu'il a été nommé, et son dernier ministre du gouvernement, le secrétaire d'État ou le ministre délégué aussi dans ce même moment. Donc, ça veut dire qu'il y a un problème au niveau de la République du Cameroun. Il y a un véritable problème managérial au niveau du gouvernement. Et ça, c'est un problème très grave à la République. Alors, on va parler de ce problème lié à la gouvernance dans le cadre de cette émission en rapport avec cette problématique. Mais davantage, on voudrait s'intéresser, puisque vous avez évoqué cette question dans le cadre de votre sortie, Maître Joseph Claude Biliga, y a-t-il une conséquence, on va dire, de préparation ou de mauvaise programmation de la dépense quand on sait que la mise en place ou l'érection de ces hôpitaux spéciaux Covid a engrangé beaucoup d'argent? Est-ce qu'on ne doit pas pouvoir dire aujourd'hui qu'on a perdu de l'argent ou on perd de l'argent en pensant également à ce démantèlement? Je ne peux pas recommencer, j'ai entendu beaucoup de choses qui ont été dites. On va d'abord laisser la question en rapport avec la gouvernance. On va y arriver. C'est ce qu'on appelle le principe de précaution. Gouverner, c'est prévoir. Comprenez? Et lorsqu'il y a un problème qui se pose, il faut qu'il y ait une réaction assez rapide. Vous vous souvenez très bien ici que le gouvernement avait été reproché lorsque, en mars 2020, on a pris en charge, on a commencé au niveau des aéroports et autres à prendre en charge les personnes qui étaient soupçonnées de Covid ou bien qui rentraient de l'extérieur. On avait dit le gouvernement a traîné. Maintenant, le gouvernement essaye d'anticiper, en se disant, vu des centaines et des milliers de morts qu'on trouve dans des pays qui, en principe, sont mieux lotis en matière d'infrastructures hospitalières et même scientifiques, le gouvernement dit, il ne faudra pas qu'on soit débordé. C'est d'autant plus que le langage qu'on t'aidait, c'est que le pic de la maladie, ce sera bientôt. Et que les hôpitaux ne pouvaient pas contenir ce pic. Le gouvernement n'a pas que fait utiliser ce que vous avez fait de ces hôpitaux de campagne. Il ne faut pas oublier une chose. Le gouvernement a permis, entre autres, aux cliniques privées de prendre en charge les malades de Covid. C'est l'une des ripostes également qui ont été prises. Le gouvernement a permis à la pharmacopée nationale, à travers, par exemple, traditionnelle, à travers, par exemple, Monseigneur Cléda, de pouvoir soigner en allant dans les hôpitaux catholiques. C'est autant de mesures qui ont été prises pour pouvoir
éviter que les gens meurent. Parce que ce que vous ne savez pas, pourquoi les gens sont morts aux États-Unis? Pourquoi ils sont beaucoup morts en France et en Italie et autres? Parce qu'il n'y avait pas de prise en charge. Quand des personnes tombaient, on prenait en priorité ceux qui étaient plus jeunes, de 70 ans et autres, étaient condamnés à mort. On les oubliait. Vous avez vu les images des gens dans des couloirs, par terre, parce qu'il n'y avait même pas où les garder avant même de les soigner. Le Cameroun dit, nous ne savons pas ce qui va nous arriver. En prévision, essayons donc de prévoir, de mettre des hôpitaux de campagne où les gens seront hébergés et soignés. Maintenant, on vous demande, on se rend compte que on a maîtrisé cette épidémie, quoi qu'on dise. Là, souvent, on vous donne le nombre de personnes qui ont été infectées. On donne le nombre de personnes qui ont guéri. On regarde le taux de létalité, qui est, je crois, environ 1% ou 2%. Donc, taux de guérison de plus de 90%. Il faut d'abord commencer, même ceux qui sont dans l'opposition, par applaudir le gouvernement d'avoir réussi à maîtriser cette pandémie. Moi, je ne comprends pas pourquoi c'est toujours la critique. Commencez par dire que le Cameroun a réussi, là où les États-Unis, là où l'Europe, jusqu'à ce jour, peine à lutter contre cette maladie-là. Il faut commencer par là. Et si on l'a fait, c'est parce qu'il y a un gouvernement qui est en place et qui assume ses responsabilités, quoi qu'on dise. Moi, je pense que c'est ça. Maintenant, on vous parle de milliards. Première chose, il faut noter que les sommes investies ne sont pas seulement pour le bâtiment, c'est-à-dire pour les tentes qu'on a pu mettre. Il ne faut pas oublier que il y a du matériel médical, les respirateurs et autres, qui étaient dans ces tentes-là, supposés attendre les personnes qui étaient malades. Donc, ce matériel médical n'est pas perdu. Et ça a un coût en de centaines de millions de francs. Donc, lorsqu'on va démanteler ces hôpitaux de campagne, ce matériel médical sera affecté dans d'autres centres médicaux à travers le pays. Donc, en réalité, ce qu'on aura perdu, appelons c'est la main-d'œuvre, c'est un peu les tentes, encore que ces tentes peuvent servir ailleurs. Encore que même là où on a fait à Yaoundé, on peut, c'est les trucs démontables. On les démonte, on peut les utiliser ailleurs, on peut les revendre, on peut. Donc, lorsqu'on ne restait pas cantonné sur de 9 milliards en disant 9 milliards c'est perdu, il n'y a pas 9 milliards de perdus, puisque le matériel est là, puisque les lits sont là, puisque les matériels sont là, puisque les appareils médicaux sont là. Donc, ces appareils médicaux ne seront pas jetés à la poubelle, ils seront utilisés dans les hôpitaux. Alors, Abel Limbelebe, ce dispositif a été mis en place, mais ce dispositif n'a pas été utilisé, il faut le rappeler. Pratiquement 0 patient a été enregistré dans ces hôpitaux dits spéciaux pour la prise en charge. Donc finalement, notre service de santé a été à même de pouvoir contenir les malades Covid. Écoutez, cette histoire-là doit se passer de des propagandes de toutes sortes. Nous sommes en face d'un phénomène épidémiologique et quand vous écoutez les grands épidémiologistes du monde, les épidémies ont un comportement. Elles commencent lentement, elles évoluent rapidement, et puis elles disparaissent. Toutes les épidémies du monde se sont comportées comme ça. Parfois, les vrais médicaments, on les trouve après, quand l'épidémie elle-même a disparu. Ça a été comme ça pour la peste et bien d'autres. Parce que quand l'épidémie disparaît, les germes de la maladie ne disparaissent pas. C'est la propagation qui baisse du fait que les corps humains s'adaptent. Vous avez entendu parler de l'immunité de groupe. Donc, les épidémies ont ce comportement. Et ce que je veux dire, c'est que c'est très regrettable que les gens qui peut-être par culture vouent un culte à l'argent pensent que la seule chose qui peut motiver leur critique de l'action gouvernementale, c'est l'évaluation du soi-disant argent perdu. 18 milliards quand même. Pour 21 milliards, vous savez combien de milliards coûtent les chars qu'on n'emploie pas? Si vous entrez dans les casernes là, vous allez trouver des chars d'assaut qu'on a achetés qui sont là, qui attendent un ennemi virtuel, qui n'est jamais venu.
Vous avez vu un jour, l'armée camerounaise est sortie pour aller mener des combats ici avec des chars à chenilles. Il y en a. Hein. Si vous allez au BDR ici, vous allez trouver des chars. On les a achetés. Il y a des avions de combat ici. Les Alpha GT, les hélicoptères de combat, les Mi-24 qui sont ici. Vous les avez vus, on les a étudiés. Partout dans le monde, il y a des équipements qu'on achète qui nécessitent un entretien permanent, qui mobilisent des hommes qu'il faut former pour attendre une menace dont on se réjouit qu'elle ne soit jamais venue. Non, la menace, elle était là. Vous savez combien de fois les pays qui ont la bombe atomique ont dépensé pour construire ces bombes atomiques qu'ils n'utilisent jamais. Eux-mêmes sont ensuite partis signer des traités pour ne jamais utiliser ça. Pourtant, ils ont mis 10 ans, 15 ans de recherche, financement sur financement, pour obtenir des armes qu'ils n'utilisent pas. Tout simplement parce que l'existence de ces armes-mêmes est un concours à la sécurité. C'est ce qu'on appelle la dissuasion. Et ça coûte. Et maintenant, n'entendez pas dans ces pays, les gens disent que c'est de l'argent gaspillé parce qu'on a fabriqué des armes qu'on n'utilise pas. Donc, il y a des équipements dans un pays qu'on peut acquérir dans la perspective de faire face à certains types de menaces, et ces menaces ne se produisent jamais. Et on se réjouit, mais on a mis de l'argent pour ça. Il fallait être capable, au cas où, pour des raisons que scientifiquement on ne maîtrise pas encore très bien, l'épidémie aurait progressé au point de mettre le système sanitaire classique en difficulté. Par exemple, nous n'avons pas la culture des respirateurs dans nos hôpitaux. Il y en a très peu au Cameroun, d'une manière générale. Mais à cause de ce qu'on a vu ailleurs, on était obligé d'acquérir en urgence des respirateurs qui probablement n'ont pas servi, qui vont équiper des hôpitaux et qui même dans ces hôpitaux risquent de rester longtemps sans servir. Les professionnels de la critique permanente et de la péroraison creuse viendront sur les plateaux ici vous dire qu'on a gâté l'argent à acheter des respirateurs qu'on n'a pas utilisés. Parce que l'argent semble être le Dieu au nom duquel ils se meuvent. Mais moi je dis, laissons le gouvernement gouverner ce pays. Et comme il gouverne mal, organisons-nous, non pas à multiplier des incantations, mais à l'enlever démocratiquement. Aujourd'hui, on ne veut pas le laisser gouverner, on ne veut pas l'enlever parce qu'on n'arrive pas à l'enlever, on ne sait pas comment faire. Et puis, on ne veut pas qu'il gouverne. Alors, ça, j'espère m'attendre. Est-ce creux ou un peu désorganisé, même inapproprié, de soulever la controverse autour de l'érection, puis aujourd'hui la commande du démantèlement de ces hôpitaux spéciaux? Non, vous savez, c'est le point de vue de Lingbilebet. vous savez, dépenser de l'argent, oui, d'accord, mais ça se fait tous les jours. C'est ce qu'il dit. Vous savez, nous sommes dans un pays qui a ce qu'on appelle la liberté d'expression. Ça veut dire que tout le monde est appelé voilà, à s'exprimer. Mais toujours est-il que, comme j'ai l'habitude de le dire, dans notre liberté d'expression, nous devons garder la formule républicaine. C'est-à-dire ne pas tout simplement faire de la critique pour critiquer. Il faut une critique constructive, une critique objective. Toutefois, on ne peut pas empêcher les uns et les autres de penser ou alors de s'exprimer selon leur entendement de la chose publique ou privée, ou même de la gestion de la chose publique. Ce que je veux dire, c'est que il est évident que, comme je l'ai dit d'antan ici, des décisions ont été prises parce que nous avons vu le danger venir, parce que nous avons vu d'autres pays agir. Maintenant, est-ce que nous devrions prendre ces décisions de cette façon-là? Maître Toubrika a dit que c'était de la prévision. Écoutez, même dans la prévision, il n'y a pas que dans le domaine de la santé que nous devons faire de la prévision. Nous avons des accidents mortels sur nos routes tous les jours. Là aussi, nous devons faire de la prévision.
nous devons anticiper et avoir, n'est-ce pas, de voies de communication ou alors des routes qui permettent, n'est-ce pas, aux Camerounais de circuler aisément et d'aller un peu partout, des routes à plusieurs voies. Donc, il n'y a pas que dans le domaine de la santé. La prévision doit se faire dans tous les domaines. Mais ici, je voudrais revenir dans ce domaine spécifique dans lequel nous sommes pour dire que il a fallu, lorsque le déclenchement de cette épidémie devenue pandémie par la suite a commencé, parce qu'il faut le dire, ce n'est pas au mois de mars, c'est depuis décembre que la Chine commence à se plaindre. Donc, dans une anticipation, on devrait appeler des techniciens, parce que aussi ce qu'il faut dire, c'est qu'on ne fait pas assez confiance aux techniciens camerounais, aux spécialistes camerounais. Souvent, on pense même qu'ils n'en existent pas, et pourtant, ils sont là. Si on les met en contribution, ils peuvent apporter plusieurs solutions, ou même propositions de solutions. Vous avez vu comment l'industrie, ou alors de la pharmacopée s'est levée et s'est mobilisée. Je pense qu'une de nos victoires même, pour dire un mot à l'encontre de Maître Biga qui disait que nous devons féliciter. Non, il faut féliciter tous les Camerounais parce que je n'ai pas vu un seul Camerounais qui ne s'est pas mobilisé pour la cause qui était la lutte contre cette pandémie. Je ne pense pas avoir vu un seul. Tous les Camerounais se sont mobilisés et il faut donc saluer, n'est-ce pas, ces différents médecins traditionnels qui aussi ont apporté plusieurs solutions à cette pandémie. Donc, pour dire, pour chuter, nous devons être dans une critique constructive. Si tant nous devons critiquer, mais nous devons amener ceux qui nous gouvernent aujourd'hui à faire beaucoup plus ou à faire mieux pour les Camerounais. Évidemment, nous organiser à mieux faire lorsque nous aurons le pouvoir en main. Parce qu'il s'agit de cela à la fin. Dire que ici, vous êtes en train de mal faire, ici, vous avez bien fait, mais ce que nous pensons, c'est que voici ce que nous ferons lorsque nous arriverons donc aux commandes et nous organiser pour prendre les commandes. Vous avez évoqué la question des financements, des finances tout à l'heure. De l'argent a été mis à contribution par le gouvernement de la République pour apporter une réponse pragmatique à la lutte contre la Covid-19, notamment ces hôpitaux spéciaux. 21 milliards ont été dépensés. Vous estimez que ça en est trop. D'ailleurs, l'honorable Jean-Michel Michel, GSDF, était monté au créneau pour déjà parler de gabegie financière autour de la pandémie et notamment de l'installation de ces hôpitaux spéciaux. Pourquoi? Oui, je voudrais d'abord souligner une chose pour revenir au propos de Maître Biga, que tout à l'heure il a dit que le financement, tout le monde en a reçu quelque chose, les hôpitaux privés n'en ont rien reçu. De ces 21 milliards, absolument rien, ni les tradis praticiens, encore moins Monseigneur Cléda a été clair là-dessus, qui n'a rien reçu, même pas un franc. Mais il a reçu des dons de privés. De privés, oui, mais pas l'État. L'État, il n'a rien reçu de l'État, même pas 5 francs. Donc, il faut d'abord évacuer ça. Et puis, deuxième chose qu'il faut évacuer, il faut que, moi, j'ai trouvé, vous nous avez présenté sur ce plateau un consultant. Mais je ne savais pas que c'était un avocat du gouvernement qui était là pour faire des attaques à charge contre l'opposition et défendre le gouvernement systématiquement. Je crois que le consultant sur un plateau comme celui-ci, c'est un plateau qui est très sérieux. Je fais confiance, vous faites confiance, vous êtes un excellent journaliste. Le consultant dans un palais de travaux joue la neutralité. Il ne fait pas, il n'a pas un parti pris. Et votre consultant, excusez-moi, il est l'avocat du gouvernement. Et ça, c'est bien. Je n'ai pas peur, personnellement. Je respecte. Mais moi, ce que est le consultant. Oui, mais de par son discours, il fait un réquisitoire contre l'opposition et une défense pour le gouvernement. Et c'est bien. Et je pense que Maître Biga est là pour défendre son gouvernement et que M. Abel Limbilobe devait garder la neutralité. Il doit avoir un propos médian. Répondant à la question maintenant. Donc, pour revenir à votre question, et j'ai dit que tout à l'heure, je le disais, que le gouvernement montre un manque qu'il y a de la vision managériale. Et quand nous prenons les propos du ministère des Sports et de l'Éducation physique, qui s'adresse à son collègue, qui est du même niveau que lui, parce que les relations sont horizontales entre les deux ministres, elles ne sont pas verticales, parce qu'il n'y a pas un qui est au-dessus de l'autre. Mais il s'adresse à lui avec une telle urgence, et là il fait mention de l'urgence et autres, et vous verrez donc que dans ça,
le ministre dit, il dit que à la fin du démantèlement, on va mettre sur pied, après le démantèlement, on mettra sur pied une commission qui va faire un état de lieu contradictoire. Et cela, ça veut dire que le ministère de la Santé va nommer sa commission pour faire un état de lieu. Son collègue du ministère va mettre sa commission pour faire l'état de lieu. Si les deux commissions, d'abord c'est pour trouver encore un autre moyen de siphonner les caisses de l'État, parce que les deux commissions vont percevoir des frais de mission, encore sur la tête des malades. Et de deux, si les deux commissions ne s'entendent pas, et d'ailleurs vont s'entendre ou ne pas s'entendre, pourquoi on a maintenant une troisième commission pour venir maintenant les départager. Qu'est-ce qui fait donc que Nietzsche monte au créneau pour et justement, voilà l'installation même de ces structures, de ces hôpitaux spéciaux. Ce démantèlement monte à suffisance et donne raison à l'honorable Nietzsche, qui a dit que la lutte contre le Covid-19 s'est transformée en une lutte des fake malades. Vous savez, un malade Covid-19 était soigné à 14 jours. Et d'après le ministère de la Santé, c'était 300 000. Mais il n'y a pas de malades dans ce stade. 300 000 jours. Fois 14 jours, ça fait, on est dans les 4 millions de poussières. Et vous voyez que les 16 centres qu'on a démantelés, il n'y avait aucun malade, mais pourtant, dans les factures qu'on a présentées au trésor public, il y a des malades, il y a des malades à machin. On a déclaré il y a 150 malades, alors qu'il y avait peut-être à peine 10. Il y a 140 qui sont partis où? Voilà ce que le Nietzsche a planté comme décor. Et n'en déplaise à votre consultant, le Nietzsche a touché du doigt le véritable problème. C'est pour ça que le Premier ministre lui a même donné raison, parce qu'il a commandé un outil. Il a demandé à la Chambre compte pour auditer le fonds Covid-19. Et puis le droit Nietzsche est un député de la nation. Donc M. Elimbi ne rêve même pas, il ne sera même pas un jour député de la nation. Alors, s'il veut, il faut qu'il soit un peu plus modéré dans son point, parce qu'il est ici pour faire il n'est pas ici pour être partisan, il est là pour essayer de modérer le débat et ne pas être extrémiste. Et moi, je l'attends sur ça, qu'il soit moins extrémiste et moins à droite, il va beaucoup plus au centre. M. Joseph Klobilia, est-ce la dépense qui instruit ou qui motive le ministre d'État, secrétaire général du président de la République, à se dire qu'il faut peut-être stopper, semble-t-il, on maîtrise la pandémie, il faut stopper la saignée et peut-être rediriger ces fonds ailleurs. Vous avez suivi avec moi, je crois, hier ou avant-hier, qu'un entraîneur de football a convoqué, je crois, des joueurs. Oui. Ça veut dire que bientôt, je crois dans 4 mois, il y aura une première compétition qui avait été reportée ici au Cameroun, comme le monde du football. Le CHAN. La CHAN. Et la CHAN a besoin des stades. Déjà pour les entraînements, mais également pour les matchs. C'est une raison largement valable pour que ces structures sportives qui sont aujourd'hui occupées soient libérées. Et je pense que ce n'est pas forcément une question d'argent, c'est une question d'opportunité. Le fait que un problème de calendrier qui a été favorisé par le fait que le gouvernement a réussi à maîtriser cette histoire de Covid, la gestion de la Covid. Et je voudrais dire, lorsque mon frère du SDF parle du gouvernement de l'audit, en réalité, il dit donc que le gouvernement, lorsqu'il est informé d'un certain nombre de choses, essaie quand même de prendre des dispositions pour que la vérité éclate. Donc si le gouvernement était resté sourd, ça serait un problème, mais il n'est pas sourd. Le gouvernement entend ce que les gens disent, on organise, on fait l'audit. Et je voudrais également rectifier une erreur qu'il vient de commettre. Lorsqu'on parle de contradictoire, ça ne veut pas dire que moi je viens d'abord faire et l'autre va le faire. Ça veut dire que nous faisons ensemble. Ça se fait devant, en présence de nous deux, même s'il y a un tiers qui intervient. Lorsqu'on parle d'un rapport contradictoire, c'est que les gens sont là, on entend les personnes. Ce n'est pas une maison, une chose qu'on va faire de manière individuelle. Donc ça ne fait pas beaucoup d'argent qu'on va payer. Ce n'est pas 3 commissions qu'on va payer, mais c'est une seule. Je crois que cela est nécessaire d'être connu. Donc moi, ce que je suis en train de dire, je pense qu'il faut toujours en chaque moment se demander, et je suis content que mon voisin de M. Matomba, Serge Matomba, a pu le dire, lorsque le gouvernement fait bien, il faut dire que c'est bien. Parce que je suis convaincu que s'il y avait eu 100, 200, 300, 400 000 morts dans ce pays, tout le monde s'était ça à la une. Le discours serait différent?
Pardon? Le discours serait différent. Ah, on aurait dit c'est un gouvernement incompétent, etc. Et personne, ceux qui diront que le gouvernement est incompétent, sont incapables de dire que le gouvernement a très bien fait son travail. Ils sont incapables de dire, de féliciter le gouvernement en disant vous avez réussi à nous sauver de cette pandémie. Oui, mais vous avez réussi à nous sauver de cette pandémie. Je voudrais terminer en dépensant beaucoup d'argent. C'est ce que dit l'Europe, Jean-Michel Nietzsche. Vous savez, moi j'ai suivi ce que Nietzsche avait dit, en passant de la mercurielle et autres. Ça a été contredit. L'indication qui disait que sur les choses, les montants qu'il avait fixés, ça a été contredit par le ministre. On a donné les montants réels. Il partait parfois des factures, il ne dit pas des factures, il dit des devis pour les transformer en facture. Un devis n'est pas une facture. Et en plus, il y a une mercurielle. C'était un bon de commande, monsieur Maître Biliga. C'était un bon de commande, pas un devis. Un bon de commande administratif. Signé du ministre de la Santé et du prestataire. C'est deux choses différentes. Un bon de commande, on a déjà accordé le marché. Vous avez fini. Merci. Alors je dis donc que le ministre a contredit tout ce qui a été dit par le ministre relativement à ces sommes-là. Et je dis tout à l'heure, le consultant, n'en déplaise au gars du SDF, le consultant vous a bien dit que lorsqu'il s'agit de la vie humaine, c'est pas l'argent qui doit être la priorité, c'est que l'argent serve à conserver la vie humaine, à la protéger. Cet argent qui est utilisé pour les armes de guerre, vous ne vous plaignez pas. Vous ne vous plaignez pas. Comme l'a dit, il y a des engins, il y a des hélicoptères. Lorsqu'il y a le défilé, vous les voyez monter, descendre, vous êtes content, mais vous ne savez pas des milliards qu'on y met. Mais je pense que je reviens dessus en disant l'État a bien géré cette pandémie, l'État doit être félicité. À présent qu'il y a une autre échéance, celle du football, c'est normal que ces stades soient démantelés, je veux dire, soient libérés. Et le matériel qui sera libéré ne sera pas jeté à la poubelle, donc on n'aura pas perdu 18 ou 21 milliards, puisque ces choses ont été achetées, ils vont servir dans d'autres circonstances. Et je terminais en disant tout à l'heure que mon ami Bétélé m'a compris, mais je veux dire, m'a compris. Je n'ai pas dit que l'État a donné de l'argent aux cliniques privées et autres. J'ai dit que l'État, dans sa riposte, sachant que les hôpitaux classiques pouvaient être débordés, a permis aux cliniques privées de pouvoir apporter leur expertise et a permis aux établissements hospitaliers confessionnels comme les établissements gérés par l'archidiocèse de Douala, de Monseigneur de Cléda, qui servent également. C'est ce que j'ai dit. Je n'ai pas dit qu'on leur a donné de l'argent. Par contre, on a donné beaucoup d'argent aux hôtels. Parce que ceux qui sont venus par avion, ils sont arrivés, ils étaient logés et entièrement payés par l'État. Ça également, vous pouvez le dire. Parce qu'il y a des pays, beaucoup de pays, où les gens n'étaient pas pris en charge. Pas du tout. Vous payez vous-même. Même l'étude de l'examen, le test, vous le payez vous-même. Le Cameroun a pris cela en charge. D'accord. Alors, Abel Libi-Lobert, la lettre du ministre des Sports, je vais lire l'intitulé au début de la lettre. Dans le cadre des préparatifs du CHAN, championnat d'Afrique des Nations de football, CHAN, et de la Coupe d'Afrique des Nations de football, prévue respectivement en janvier 2021 et en janvier et février 2022, je vous suis haute instruction du chef de l'État, secrétaire général de la présidence de la République. Donc, je vous demande de démanteler les infrastructures sportives qui ont été mises, notamment au stade Mapele-Douala, au stade de Mboaïkele, c'est à Lembu, dans le stade militaire, et le Middle Farm Stadium, c'est à Limbe. L'on savait au début de cette crise que justement ces installations sportives étaient prévues pour le CHAN et la Coupe d'Afrique des Nations, mais tout de même, on y a installé ces hôpitaux spéciaux qui auraient pu être installés ailleurs que chez les installations sportives. En les installant là-bas, ça cause un impact forcément sur ces installations aujourd'hui. Et ça implique encore des coûts supplémentaires. C'est des faux débats inutiles que, je le dis toujours, les professionnels de la péroraison creuse seuls peuvent faire, surtout quand ils n'ont jamais été élus. Comment ça va?
C'est ça le problème. C'est que quand ils vont aux élections, ils n'ont jamais été élus. Ils finissent par verser dans un culte béat d'une personne qui n'a aucune portée importante dans la République. Pour dire que c'est de faux débats. Parce que les gens n'ont rien à dire de concret et n'ont pas une critique savante, élaborée contre l'action du gouvernement. Ils en sont réduits à faire n'importe quoi, du tout et rien. Si c'est les économies budgétaires qu'on veut faire dans ce pays, c'est le moment de faire des économies. Et si c'est les économies budgétaires qui préoccupent M. Nietzsche et consorts, mais l'Assemblée nationale serait une très bonne source d'économie. C'est 17 milliards tous les 5 ans qu'on donne à 180 députés pour rien du tout. Parmi lesquels Nietzsche commence 8 millions tous les ans pendant 5 ans, fois 180, faites le calcul, c'est 17 milliards. Et ça fait ça depuis 2 mandats ou 3 mandats que Nietzsche est député. Il ne s'en plaint pas. Oui, c'est ça, le manque d'exemplarité. Vous êtes au cœur des dépenses qui n'ont pas de fondement, mais comme ça vous profite, vous n'en dites rien. Et puis comme vous n'êtes pas tombé malade du Covid, et que peut-être vous estimez que vous ne pouviez d'ailleurs pas tomber malade du Covid, vous estimez et vous venez faire de la critique parce que il faut montrer aux gens que vous existez, que vous contrôlez l'action du gouvernement, vous venez dire aux gens du n'importe quoi. Moi, ça ne me fascine pas ce type d'opposant. Et je ne serai jamais un consultant pour plaire à cette opposition stérile. Je serai le consultant qui montre d'ailleurs que c'est cette opposition-là qui nous amène à ne pas être capable d'asseoir des mécanismes efficaces pour faire de l'alternance. C'est de ça qu'il est question. Vous avez déjà, les prédécesseurs ont expliqué que dans un pays, s'il y a un tremblement de terre ici tout de suite, il y aura des dépenses qui vont être faites et qui peuvent ne pas servir. Parce qu'il fallait réagir, on peut acheter des équipements, et pendant le temps même que ces équipements arrivent ici, le phénomène a disparu. Un phénomène épidémiologique s'inscrit dans cet ordre de choses. Vous pouvez avoir une épidémie de rougeole ici maintenant. Le temps de faire venir des vaccins, l'épidémie a disparu. Au lieu d'installer ces hôpitaux, par exemple, au stand d'appeler, je suis en train de vous répondre. Oui. Il est bien évident que quand on a une entreprise d'esprit, on ne peut pas comprendre. Pourquoi on ne les a pas envoyés? Je prends un exemple aussi banal, puisque vous parlez de cette banalité. Il y a la salle de fête d'Aqua qui aurait pu être utilisée, qui est davantage, qui ne sert pas pour la fête sportive ou les 2 fêtes sportives qui sont annoncées au Cameroun. Parce que vous croyez que si vous alliez installer ces hôpitaux provisoires à la salle de fête, vous n'auriez pas dû faire des aménagements préalables de la salle de fête? Des aménagements qui, eux, sont déjà faits dans des stades. Vous voyez, c'est des raisonnements épistolaires, primaires. On aurait pu mettre ça dans les écoles. Pourquoi? Alors que les stades sont déjà des enclos difficiles prévus pour les rencontres de football. Là. Qui n'ont pas encore lieu. Mais les rencontres sont prévues dans 4 mois. Bien sûr. Et vous voyez donc que l'installation des hôpitaux provisoires n'a pas empêché que ces équipements soient utilisés à bon escient. Pourquoi il y a un débat là-dessus? On a décidé d'occuper dans l'urgence ces stades qui étaient déjà aménagés pour faire des économies en n'aménageant pas de nouveaux d'autres sites. Les hôpitaux, tout le monde a dit ici qu'ils sont démontables. La situation épidémiologique nous permet aujourd'hui d'envisager de démonter ces hôpitaux pour les utiliser, pour utiliser les stades aux objectifs ou les raisons pour lesquelles ils ont été construits, qui ne sont pas encore là, qui eux-mêmes sont à venir, ou elles-mêmes sont à venir. Vous avez dit que c'est pour 4 mois là. Oui. Et oui, pourquoi il y a débat? Les hôpitaux de campagne qu'on a installés au stade Aqua ont empêché la chambre de se jouer, risquent d'empêcher la chambre de se jouer. La situation épidémiologique nous permet aujourd'hui de les enlever. Les hôpitaux provisoires. Le gouvernement demande à ses différents responsables de les enlever. Du coup, ceux qui n'ont rien à dire, qui sont au chômage,
s'élève pour commencer à dire que oui, on les a mis, ça montre que le gouvernement... Je ne suis pas dans l'ordre d'une critique qui ne sert absolument à rien. 1, on va les enlever. 2, c'est bien de les enlever. 3, la situation épidémiologique nous permet de les enlever. 4, les équipements vont être restitués pour la chaîne. 5, c'est bien. Si ça déplaît au SDF et à la bande à Dieu, tant pis. Alors, vous dites que c'est bien aussi de les enlever dans ces conditions-là? Non, vous savez, il est... Ça cause quand même des dommages sur le stade. Non, il est très difficile, il devient même difficile de participer à certains débats au Cameroun. C'est vrai que la télévision aujourd'hui est un moyen de communication incontournable. Et c'est le lieu par excellence où on parvient généralement chez nous au Cameroun à démontrer son savoir et la maîtrise des sujets. Mais en même temps, il devient vraiment difficile de pouvoir débattre sur certains sujets ou alors sur pratiquement tous les sujets. Parce que voyez-vous, à l'entame, au début, lorsque cette pandémie a commencé à sévir chez nous au Cameroun, je suis monté au créneau pour dire que ce n'est pas un problème politique. Ce n'est non plus un problème religieux, c'est un problème technique. Et nous devons mettre la politique hors de la gestion de cette crise. Je fais partie des premières personnes qui ont saisi, qui ont fait des sorties pour demander qu'on puisse fermer les aéroports. Et j'ai personnellement saisi le Premier ministre qui m'a répondu en disant « Ce sont des mesures que nous sommes en train d'étudier, nous allons voir comment faire ». Pourquoi? Parce qu'on voyait ce qui se passait ailleurs et on s'est dit, si des personnes contaminées viennent en masse au Cameroun, il est évident que nous, au pays, nous allons subir, surtout que notre plateau technique n'est pas en mesure de supporter, n'est-ce pas, tout ce qui va se passer. Maintenant, ça m'amuse un peu d'écouter ce qui est dit. Pourquoi? Parce que, vous savez... Par plusieurs personnes, je ne parle pas uniquement de notre plateau. Parce que lorsque le Gabon a annoncé des mesures qu'il prenait conformément pour lutter contre cette pandémie, on parlait des centaines de milliards et autres. La Côte d'Ivoire fait pareil. J'ai vu des gens dire, mais le Cameroun est là, il traîne, on ne met pas de l'argent, on ne prend pas des mesures, Et le Cameroun s'est lancé aussi dans certaines mesures. Le gouvernement a pris certaines mesures. Les mêmes gens sont revenus dire, mais les mesures qui sont prises ne sont pas assez importantes, ne vont pas contenir, ne vont pas. Aujourd'hui, nous sommes là dans un débat où on dit que le gouvernement a dépensé. Je ne dis pas que le gouvernement n'a pas assez dépensé. Je dis, il est temps peut-être, si nous avons maîtrisé la pandémie, si nous estimons que nous avons maîtrisé, il est temps de passer à un audit froid des sous qui ont été mis à la disposition pour la gestion de cette pandémie et que les responsabilités soient tirées. Que nous soyons là dans un débat de ceci a fait. Écoutez, si nous avions une quantité incroyable de monde, nous ne serions pas ici en train de dire que est-ce qu'il fallait monter ces infrastructures dans les stades ou bien dans les salles ou bien dans de ceci et autres. Non, nous ne serons pas là en train de débattre. Donc, il y a certes eu des précautions qui ont été prises. Est-ce qu'il y a eu une analyse froide avant que ces précautions ne soient prises? C'est là toute la problématique. Est-ce qu'on a mis assez de personnes à contribution pour que nous puissions arriver là? C'est là tout le questionnement. Maintenant, nous avons peut-être maîtrisé cette pandémie. Il faudra passer à une critique froide, je dis bien un audit froid, sans complaisance, pour dire, bon voilà, nous avons affecté tel budget à ceci. Est-ce que ce budget a été considérablement et véritablement dépensé? Parce que après, nous allons entrer dans... Ça va aller dans tous les sens. Et puis même si je dois reprocher cette communication gouvernementale qui voudrait qu'aujourd'hui le gouvernement soit complètement dans la rue. Un ministre veut s'adresser à son homologue, à son collègue ministre, c'est à travers les réseaux sociaux que parfois celui-ci découvre une communication ou alors c'est à travers les réseaux sociaux que nous tous nous sommes informés de ce qui est en train de se passer. Je pense qu'à un moment donné, il faut mettre de l'ordre. On ne gère pas une nation comme si on gérait une épicerie ou bien une boutique, un marché où tout le monde est assis en bordure de route pour vendre un produit. À un moment donné, il faut être sérieux dans ce qu'on fait.
le consultant tout à l'heure m'a félicité à l'entame de l'émission pour la lutte sur pour la préservation des populations autochtones, Banène en particulier. Mais je vais vous dire un peu, sans entrer dans trop de détails, comment nous avons mené ce combat. Vous savez, non, permettez-moi, c'est pour parler de la communication et puis pour dire que ce ne sont pas toutes les actions qu'on mène de façon, les revendications qu'on mène comme si c'était une guerre qu'on démarrait, qui font en sorte qu'on gagne n'est-ce pas, ces revendications. Je vais vous dire, on a organisé d'abord les populations autochtones qui avaient une position déterminée par rapport au combat. Et lorsque nous avons vu qu'il y avait des forces, n'est-ce pas, qui allaient contre la volonté des populations, vous savez ce qu'on a fait? On a saisi, moi personnellement qui vous parle, j'ai saisi le chef de l'État par courrier. Et j'ai eu une réponse du chef de l'État. J'ai eu une réponse du chef de l'État. Et lorsque les collaborateurs du chef de l'État m'ont demandé, mais monsieur Matomba, le courrier que vous avez envoyé au chef de l'État, est-ce que vous pouvez nous l'envoyer? Je leur ai dit que c'était le courrier du chef de l'État. D'accord. Ce n'était pas votre courrier. Donc on peut dire qu'il y a, n'est-ce pas, une méthode et même une méthode de communication que nous devons adopter face à toutes les revendications que nous avons. Nous ne pouvons pas croire que de tout ce que nous faisons, nous ne sommes pas compris. Nous ne pouvons pas croire que c'est parce que nous allons crier ou allons monter sur tous les toits et crier que nous serons forcément compris. Il y a plusieurs types de revendications dont nous avons généralement gain de cause parce que nous utilisons des bonnes méthodes. D'accord. Alors, que reprochez-vous au processus de démantèlement, la gabegie financière, le scandale financier qui avait été soulevé par l'Europe Jean-Michel Nicho, ou alors ce que certains ont qualifié de pratique de rétrocommission autour même de la gestion de la pandémie Covid-19? Oui, tout ça dans un même panier. Mais je voudrais d'abord préciser une chose très importante. Je sais que M. Limbi Lobé, le Noam Nicho, constitue son cauchemar. Je ne vais pas dans ce débat. Juste qu'il soit dans la tombe. Je le dis et c'est vrai. Non, il a dit des choses très grandes contre le Noam Nicho. Mais on des choses qui sont non. Il a dit d'abord de lui dire que c'est que le Noam Nicho constitue son cauchemar. Et il le restera jusqu'à sa tombe. Et que je le laisse continuer dans son fort, il va continuer à vomir tout ce qu'il veut vomir sur lui. Mais le Noam Nicho reçoit 88 millions par an de micro-projets. Quand M. Limbi les condamne ici sur votre plateau, j'espère que les citoyens camerounais qui le suivent et qui en profitent pour un certain nombre d'encadrements dans les 8 millions de micro-projets qui sont même insuffisants, incongrus. Alors, je laisse à M. Limbi un jour d'aller s'expliquer devant ces citoyens camerounais qui le suivent en ce moment. Et pour revenir, je veux aussi dire rectifier, parce que Maître Biya a dit que le gouvernement a pris en charge tous les malades. Je dis non. Pardon, les hôtels. Je dis que non. Les hôtels, le gouvernement a contribué à moins de 50%. Aujourd'hui, ces hôtels ont créé un collectif qui ont refait des revendications qui ont été publiées chez certains de vos confrères de la place pour revendiquer cet argent. Ils n'en ont pas. Les 21 milliards sont où? Ces 21 milliards, 800 dont environ 22 milliards qui ont été consacrés à la lutte contre la COVID-19. Et puis les deux. Le problème de l'honorable Nicho, son problème n'est pas parce que l'État a dépensé des milliards. Le problème est que les milliards ont été dépassés, l'argent du contribuable, mais qui n'a pas profité à ceux qui étaient malades. Et je vous prends mon frère Claude seul en a soigné 8 000 malades, il n'a reçu aucun radis du gouvernement. 8 000 malades. Et ces malades n'ont rien reçu du gouvernement. Absolument rien. Il faut qu'on arrête l'enfumage. On ne peut pas féliciter. Non, je dis par rapport aux propos de votre consultant, de Maître Biliga, je dis qu'on ne peut pas féliciter un gouvernement qui n'a absolument rien fait. Et je le dis. Donc, en dehors des mesures barrières qui ont été énoncées et dictées par l'OMS, le gouvernement a repris à son compte et aussi plusieurs entreprises. Où sont les 400 000 sacs de riz qui étaient les 4 000 sacs de riz sont où? Sont partis où? Vous avez vu les ici, vous êtes journaliste, dites-moi, on vous a invité, on a invité la TM, j'ai vu dans votre journal, on vous a invité d'aller couvrir la distribution de sommation de 1000 francs. Mais quand il a fallu distribuer le riz, c'est devenu un poisson d'avril. Non, je vais revenir sur la... Donc voilà, donc quand les gens, votre consultant, se tient sur le plateau pour
dit de n'importe quoi sur le roi du Dieu. Je dis que c'est n'importe quoi. C'est son cauchemar, il va mourir sur ça. Donc là, j'ai voulu d'abord évacuer ces deux points importants. Parce que, voilà, ça touche un Camerounais, un excellent Camerounais qui fait bien son travail de parlementaire. C'est pour ça qu'il a son 3e mandat. S'il ne faisait pas bien son job, les citoyens camerounais n'allaient pas le renouveler, M. Olimbi. Alors, la question de la gabegie financière. Mais la question de la gabegie financière, c'est là où le député de la nation a poussé le toit. Parce que tout autour, prenons le cas de l'assurance santé universelle. C'est le même ministre qui se retrouve là-dedans. Ce monsieur a des problèmes avec des milliards, il est toujours tout là, il y a le milliard, donc appelez-moi, monsieur. Voilà donc le problème. Donc, et c'est une gabegie. Les gens ont profité de la détresse des citoyens camerounais pour se mettre plein de pots. Et ça, c'est des choses qu'il faut dénoncer. Quand on est politique, même si on est du RDPC, on ne doit pas être d'accord. Parce que la pandémie, là, ne concernait pas, ne regardait pas les couleurs politiques. Non, nous étions tous, et jusqu'à présent, ce n'est pas encore fini totalement, nous sommes tous, c'est un ennemi qui a les yeux fermés et peut taper à tout moment n'importe qui, que tu sois du RDPC ou pas, ou du SDF. Donc, moi je pense que même Maître Biliga ne doit pas défendre l'indépendant. C'est pas parce qu'il est du RDPC. Il y a des moments où on doit dire non, c'est pas bon. Parce que nous sommes tous menés dans le même bateau, on est en danger. Donc, c'est un gouvernement qui est habitué à la gabegie et n'a aucune retenue. Donc, il y a, qui est dans une contradiction au niveau gouvernemental, une incohérence incroyable, et là, ça entame efficacement. Finalement, on ne sait plus qui est le véritable premier ministre dans ce gouvernement. J'aimerais que Maître Biliga qui est là, qui nous dise qui est le véritable chef du gouvernement. On ne sait plus. Un ministre qui s'adresse, vous avez lu la lettre du ministère. Mais bon Dieu, on ne croirait pas à un collègue qui s'adresse à un autre collègue. C'est un patron qui s'adresse à son subordonné. Et donc, c'est même un scandale. Si on était dans un état normal, à défaut qu'il démissionne, on aurait fait démissionner de ses fonctions. C'est inconcevable. C'est une condescendance et un collègue qui s'adresse à un ministre de la Santé qui est son collègue. Et encore que ce ministre ne s'est pas levé un matin à réquisitionner ce stade-là pour ses affaires privées. J'ai dit, vous voyez donc que le SDF est juste. C'est-à-dire qu'on ne combat pas, on ne critique pas ce ministre dans ses actions au quotidien, mais on ne combat pas que son collègue vient lui manquer de l'espoir à ce point. Alors, le démantèlement semble faire problème. Ce démantèlement fait évoquer la question des rétrocommissions, de corruption même. Vous qui êtes un acteur par ailleurs de la lutte contre la corruption, est-ce qu'on peut sentir des odeurs de corruption ou de scandales financiers autour de l'érection et aujourd'hui du démantèlement de ces hôpitaux spéciaux? Monsieur Moutomé, je pense qu'il faut peut-être qu'on rentre un peu en arrière. L'un des reproches qu'on fait généralement au RDPC, c'est qu'il y a le culte de la personnalité. J'ai peur pour ce pays lorsque ces gars de l'opposition seront au pouvoir. Je crois qu'ils vont multiplier ça par 10. Chaque fois que quelqu'un du RDP, que ce soit mon ami, l'ancien maire Wafo, ou celui-ci, on parle de Dieu comme si c'était le Dieu. Et ça me rend malade. Ça me rend malade. C'est-à-dire que ce que vous semblez reprocher au RDPC en disant que les gens parlent, vous déifiez les gens aujourd'hui qui n'ont encore rien fait. Moi, je suis comment on appelle ça? J'habite dans la 5e. Ni sur mon député. On ne parle pas de ça aussi. Si! Non, parce que vous laissez ce monsieur passer tout le temps à dire que Nietzsche a fait ceci, Nietzsche a fait ceci. Nietzsche, on sait qu'il n'est même plus député du SDF. Parce que la personne qui est vice-président du SDF aujourd'hui, qui parle du SDF, non du SDF, on n'a jamais entendu parler mal du gouvernement. C'est-à-dire Joshua Oshi. Vous avez vu combien de publications de Oshi sur le gouvernement, sur le Covid, surtout. Il n'y a que Nietzsche. On se rend comme l'impression qu'il est devenu finalement le président de SDF. Et qui doit amener le SDF, non plus là, dans sa ligne où le SDF, mais vers un autre parti politique. Allez-y, une seule fois, qu'il aille dans le parti politique dont il défend les idées et qu'il laisse le SDF faire son travail d'un parti républicain. C'est ce que je voulais dire par rapport à ça. Je voudrais également dire ceci. Lorsqu'on regarde la structure du gouvernement, il y a le secrétaire général du président public n'est pas membre du gouvernement. Vous avez compris? Il n'est pas membre du gouvernement. C'est-à-dire, il est le premier collaborateur du président de la République. Il est à la présidence de la République. Donc, le fait de créer donc pas de confusion entre le Premier ministre et le truc.
vous noterez si vous suivez l'action gouvernementale. Je voudrais davantage que vous restez sur la question de la corruption. Vous êtes un non, mais je vais y arriver, mais laissez-moi expliquer. Une fois qu'on dit la même chose aujourd'hui en disant qu'il y a dysfonctionnement dans l'administration, il y a ceci, il faut bien qu'on comprenne que le ministère des Sports s'adresse à son collègue du ministère de la Santé comme s'il était on va y arriver. C'est ça le fonctionnement harmonieux. Maître Joseph Claude Biliga et bien évidemment le chef du gouvernement du SDF, s'il vous plaît, on va y arriver. Je voudrais encore qu'on reste sur la question de la corruption. On va expliquer, s'il vous plaît, on va arriver sur la question relative à cette gestion des acteurs du gouvernement, secrétaire général de la présidence de la République, Premier ministère, ministère et ministre santé. On va y arriver, mais restons encore, s'il vous plaît, si vous permettez, M. Joseph Claude Biliga, sur cette question. Il est reproché davantage que beaucoup d'argent circule et que beaucoup de rétrocommissions ont davantage noyauté derrière l'érection de cette structure, cette formation hospitalière spéciale, dans ces lieux spéciaux, justement, parce que ça a engrangé de l'argent, et puis maintenant, le démanteler va également engranger de l'argent. Donc, monsieur Tomé, vous avez dit que je suis dans l'étude antique. Vous êtes dans le secteur. Je suis expert et agréé au ministère des Marchés Publics. Je suis membre de commission de passation de marché. Oui. On ne fait pas de commission de contrôle. Je suis membre, j'ai été président plusieurs fois d'ailleurs, de sous-commission d'analyse technique des offres et membre du BIP. Vous le savez très bien. Donc, en matière de marché public, autre, je sais. Mais en tant qu'avocat, je ne vais pas rester dans ce que les gens racontent, c'est-à-dire sur des rumeurs autres. Le Premier ministre, on l'a dit tout à l'heure, a ordonné l'audit. Laissons ceux qui sont les auditeurs faire leur travail. Lorsque les auditeurs vont nous dire qu'il y a eu surfacturation ou il y a ceci, on comprendra. Mais sachez une seule chose. Même lorsqu'il s'agit même s'il s'agit de gré à gré, dans le cas où il y a des montants importants comme ça, il y a une commission qui siège. Et cette commission est représentée par plusieurs ministères. Les finances sont là, la santé, etc. Donc, ils ne peuvent pas, ce n'est pas un individu qui prend le but, comme Istanbul semble le dire, pour dire, j'attribue sur monsieur marché à telle personne, dans ce cadre aussi. Je ne parle pas de cadre neuf. Le cadre neuf, il y a le gré à gré où je donne le marché à telle personne. Non, pour la le ministre, vous me laissez parler. Parce que c'était une urgence. Vous me laissez parler. Même dans le cas d'espèce, il n'y a pas eu, le ministre n'a pas signé des marchés sans passer par une commission. Il y a une commission qui travaille peut-être en urgence et regroupant plusieurs ministères. Donc, sauf à considérer que tous ces ministères ont été corrompus, mais dans ce cas, si tel est le cas, on verra avec ce que les auditeurs ceux qui vont faire l'audit vont dire. C'est ça qu'il faut expliquer. Il faut expliquer. Et en plus, il ne faut pas oublier qu'il y a ce qu'on appelle une mercuriale. Je vous donne un exemple simple. Dans la mercuriale qui est aujourd'hui, tant qu'elle n'est pas changée, un bic que vous achetez à 100 francs peut être vendu à l'État à 1000 francs. C'est le principe. On peut le décrier, on peut changer d'autres choses. Il y a des raisons, ou bien des raisons qui peuvent justifier cela. Mais ce n'est pas de ça qu'on parle. Donc le problème maintenant, c'est qu'il y a une commission qui est mise en place. On va faire l'audit. L'audit qui va déterminer, je crois que c'est la Cour des comptes, d'ailleurs, c'est même pas une compte. Et ce sont des magistrats. La Chambre des comptes. La Chambre des comptes, c'est les magistrats. La Chambre des comptes, c'est les magistrats qui sont là-bas. Ils vont nous dire en ce moment-là si ou non il y a eu. Mais ce sont de faire la campagne électorale tous les jours, même lorsqu'on n'est même pas pour des élections. Parce que c'est l'impression qu'on a. C'est-à-dire qu'il vous a dit tout à l'heure que son député, depuis 3 ans, ne fait qu'être élu. C'est-à-dire qu'en fait, il est toujours en campagne. Il fait campagne même aujourd'hui alors qu'il vient d'être élu. Non, je dis que non. Suivons les textes et suivant ce que le Premier ministre a dit, la Chambre des comptes de la Cour suprême va faire un audit. L'audit va déterminer si oui ou non ceux qui étaient chargés de gérer ces fonds l'ont fait un bon père de famille ou bien il y a corruption. En attendant, moi je ne peux pas parler de corruption. D'accord, en attendant, il n'y aura pas de corruption à se mettre sous la dent, en attendant peut-être de voir le bout de tunnel de cette affaire. Mais déjà, je voudrais rappeler que nos téléspectateurs sont déjà en train de nous envoyer des SMS à travers nos différents points d'accès, 6 99 57 30 26, c'est l'un des codes d'accès, ou alors écrivez-nous directement sur notre page Facebook
comme le font plusieurs de nos téléspectateurs, Adnatangana, Riodos, Bamilekos, Tchungan qui nous a également écrit, qui nous dit d'ailleurs que le RDPC avec plus de 100 députés n'a réellement pas grand-chose à nous dire autour de cette question où sont passés les véritables fonds qui ont été pour la COVID-19. Un autre député, un autre téléspectateur nous dit, M. Nestor Tchoumi, que ce sont les plus misérables du Cameroun qui soutiennent le régime en place. Jeannot Nserme nous dit, mais que est réellement du MRC. C'est une autre réaction qui est arrivée dans le cadre de cette émission. On a fait le numéro de téléphone, si vous voulez, mesdames et messieurs, qui s'affiche au bas du petit écran. Ils sont très nombreux, ces Camerounais, qui nous écrivent ce soir, même hors du Cameroun, précisément de la diaspora. Certains estiment à travers leurs écrits, notamment le Javel qui nous dit il pense que l'opposition est faite pour tout critiquer sans réellement rien apporter au peuple camerounais. Un autre nous dit davantage bravo monsieur Abel Elimilo pour votre contribution. Alors on revient sur le tableau avant de prendre la série de SMS qui continue d'arriver dans le cadre de ce programme. Abel, pourquoi la question Monsieur Elimilo, monsieur Moutoumé, s'il vous plaît. Tout à l'heure dans votre lancée, vous avez oublié de faire jouer votre rôle. Lorsque quelqu'un vient dire que ce sont les misérables qui supportent le RDPC et que vous ne réagissez pas, c'est un problème. Je n'ai pas fini. Je pense qu'il faut le dire parce que... Qui l'a dit, maître? Tout à l'heure, c'est un téléspectateur qui va dire. C'est ça, moi. Je pense que les choses... Moi, je pense que les choses pareilles, il ne faut pas que les gens restent derrière les écoles pour dire n'importe quoi. Tout comme celui qui a dit que le député militaire du MRC. Il a rien à y voir du MRC. Voilà, donc... je reviens à vous. La question revient avec récurrence autour de cette lettre qui a été servie au ministre de la Santé publique par son homologue du gouvernement. Y a-t-il un problème de gouvernance au niveau de la correspondance qui a été envoyée au ministre de la Santé par le professeur Narcisse Mouele-Kombi à l'endroit de son homologue du gouvernement, Dr Manaouda Malachi? Pour moi, c'est des épiphénomènes. Ça ne m'intéresse pas beaucoup parce que il y a à peu près un peu plus de 30 ans que j'appartiens à l'école qui dit que ce pays est mal gouverné. Aujourd'hui, je ne fais pas des efforts pour démontrer que ce pays est mal gouverné. Vous le dites tous les jours. Je cherche comment faire pour enlever ceux qui gouvernent mal. Alors, les illuminés de la dernière minute qui n'ont jamais gagné une élection et qui sont dans le culte de la personne et qui veulent remplacer un culte de la personne qu'on fait en face, dont ils se plaignent, nous montrent jusqu'à quel point l'opposition est gangrénée par des gens qui sont dangereux. Parce que les défaites répétitives de l'opposition sont dues au fait que l'opposition n'est pas exemplaire. Elle ne convainc pas. Vous faites ce que vous critiquez chez les autres. C'est de ça qu'il est question. J'ai gardé à nos téléspectateurs et à un le témoin de Jéhovah. Ce morceau choisi, c'est l'apôtre, c'est Paul. Ça va m'étonner que vous allez oublier la Bible. Mais les impies doivent apprendre. Paul dit, si quelqu'un aspire à une fonction de surveillant, il désire une belle œuvre. Donc, il veut faire quelque chose de bien. Il faut donc que le surveillant soit irréprochable. Il y a 2000 ans que ça a été écrit. Vous ne pouvez pas vous prévaloir de demander la bonne gestion et être des profiteurs de la mauvaise gestion. Je vous ai dit que si quelqu'un se lève et a pour fond de commerce de critiquer l'action du gouvernement dans le Covid, quelque chose, comme disait le président Matomba tout à l'heure, et nous l'avons dit à l'époque où le Covid est apparu et régné, qu'il ne s'agit pas d'une situation qui appelle à la polémique politicienne. Il ne s'agit pas de quelque chose pour laquelle nous avons saisi, nous avons cherché la petite bête pour nous positionner. Quand j'entends des gens qui reçoivent 17 milliards chaque année pour manger,
aucun fonds ne va chez les populations. On leur donne l'argent tous les ans, 8 millions. Au titre des micro-projets que personne ne réalise et surtout pas d'IQ. Les crédits pour les crédits pour les voitures, etc. L'Assemblée nationale, pour entretenir seulement le train de vie des députés, en 5 ans, c'est 17 milliards. Ceux qui veulent donner des leçons de bonne gestion ne se plaignent pas qu'on dépense un tel argent. Et j'entends un incantateur dire que lui tu as gagné les élections 3 fois, c'est la preuve que donc Kava et qui les a gagnés déjà 10 fois. Et donc bien. Donc ils sont battus les gagnent depuis, je ne sais pas, 30 ans. Eh bien, s'il fallait juger le bon député au nombre de victoires qu'il a, mais vous devez vous taire parce que Kava est député depuis 40 ans. Oh, vous voulez l'amener. Vous vous plaignez. Vous voyez donc comment il est difficile d'être cohérent. Lorsque l'action de l'opposition devient une action systématique, c'est-à-dire que je dois critiquer pour exister. Et c'est ça qui ruine la crédibilité de notre opposition. Des opposants de cette sorte, vous n'arriverez jamais au pouvoir, pas au Cameroun. La preuve, le parti qu'il semble, pour lequel il plie, est parti de 43 députés à 5. Pourtant, les incantations ne manquent pas. S'il suffisait de faire des incantations pour être de bons acteurs politiques, vous gagnerez en termes de députés, en termes de maires. Donc je reviens à l'essentiel. Parce que ça, c'est pour dire à mon petit frère là qu'on risque. Parce que lui, il était aux élections 3 fois déjà, il n'a jamais été élu. Il se plaint de moi. Moi, j'ai été 3 fois, j'ai été élu 2 fois. Bon. Donc quand je parle, il faut m'écouter. Parce que toi, tu n'as jamais été élu. Tu as affaire ici aux gens qui ont tous été élus, sauf toi. Il faut avoir la modestie. Je n'ai pas été élu. Non, c'est un élu. Hein. Oui, c'est... Il est élu depuis très longtemps. Contrairement à ce qu'on croit, il est élu depuis très longtemps. 2 mandats de conseil de sport. Voilà. Celui-là a été 2 mandats. 3. Moi, 3. C'est le seul qui n'a jamais eu un mandat. Il parle du mandat de Micho, il parle de sa propre question. Parce que le culte de la personne, ah ben non, il est le client. Ici, ce n'est pas le client qui se retrouve ici. C'est ceux qui vous disent que le gouvernement était dans une situation où, s'il fait certaines dépenses, sous réserve que les corrupteurs et les corrompus ne s'emparent pas de cette situation pour se faire plein les poches, ce que personne ne peut admettre, certaines dépenses du gouvernement sont légitimées même par la situation d'urgence. Vous ne pouvez pas venir de gens aujourd'hui que si on demandait, ça veut dire qu'on n'avait pas été, on n'a pas réfléchi pour construire. Comme vous n'avez jamais gouverné, et vous ne vous plaignez pas des fonds, que le gouvernement, là, qui est un mauvais gouvernement, que vous jugez tous les jours sur les dépenses qu'il fait. Vous oubliez de dire aux citoyens que l'une des dépenses qu'il fait, c'est les 200 millions qu'il vous verse chaque année au titre du financement des partis politiques et que vous n'avez jamais utilisé au profit de votre parti. Et c'est les deniers publics. C'est-à-dire que le jour où le RDPC ou le gouvernement là, vont demander que la commission prévue par le code électoral pour examiner ce que font des partis politiques du financement public qu'on leur donne, vous n'en sortirez pas. Revenez sur la question, s'il vous plaît. Et donc, est-ce que le gouvernement, dans la texture du courrier qui a été servi, je vous ai répondu, sauf que je ne réponds pas à ce genre de questions comme vous voulez. J'aurais souhaité que le Premier ministre soit la personne qui parle dans ce genre de circonstances. J'aurais souhaité. Et si c'est le chef de l'État qui instruit le gouvernement pour que cela se fasse, il y a effectivement, comme disait le président Matomba tout à l'heure, un ensemble de précautions que les gens doivent prendre parce qu'il faut aussi que le gouvernement soit crédible. Et l'une des crédibilités du gouvernement, c'est l'harmonie qui transparaît dans sa gestion. Évidemment, si les gens ont pour principal objet la critique, ce qui n'est pas mon travail. Moi, mon travail, mon objet principal, quand je me lève le matin, au moment où je me brosse les dents, je réfléchis sur comment faire pour avoir l'alternance. Je ne réfléchis pas sur comment faire pour plaire à la télé. D'accord.
et dire comment on a volé l'argent à gauche, comment on a volé. Ceux qui disent qu'on vole l'argent sont partisans du vol et de la mauvaise. Monsieur modérez votre temps. S'il vous plaît, merci beaucoup. Alors, Elie Muleba reconnaît que le gouvernement est mal géré. Où est passé le Premier ministre dans cette organisation? On s'attendait, même si le courrier partait de la présidence de la République, sur instruction peut-être du président de la République, puisque son plus proche collaborateur, le secrétaire général de la présidence, que ce courrier soit d'abord adressé au Premier ministre chef du gouvernement, qui est par là le président du comité mis en place pour la riposte contre la Covid-19. Là, vous nous demandez de lire dans une boule de cristal. C'est un acteur politique. Et vous aspirez à gérer ce pays. Écoutez, bien évidemment, c'est pour cette raison que nous faisons des propositions et que nous prenons note des manquements du gouvernement. Nous lui disons, voici ce que tu peux faire pendant que tu y es encore, en attendant que nous puissions arriver. Donc, il faut le dire ici, j'ai parlé de la communication gouvernementale, j'ai parlé de la collaboration entre les collègues. Écoutez, on ne va pas tout le temps venir dire ce qui va mal au Cameroun, parce que même un enfant de 4 ans vous le dira. Si vous le réveillez le matin, vous lui demandez qu'est-ce qui ne va pas au pays, il vous dira. Tu n'as pas le droit. Est-ce que le fait de venir le dire tout le temps, sans toutefois dire que voici comment nous pouvons marcher, voici ce que nous devons faire, voici ce que vous pouvez faire, va améliorer les choses. C'est de ça qu'il s'agit. Donc, et si vous me demandez, le questionnement répétitif permet tout de même de se poser des questions. Bon, si ça apporte une solution au finish, on dira que oui, ça sert dans le questionnement. Mais je dis encore que nous ne pouvons plus, à mon niveau personnellement, je ne suis plus à l'étape du constat de ce qui ne marche pas ou de ce qui n'a pas marché. Puisque je sais déjà qui j'ai en face. Je sais déjà les méthodes qui sont ceux d'en face, mais je dis tout simplement que la gestion d'un pays ne se fait pas comme si c'était une vente, je vais dire, une épicerie qui était gérée. Encore même, que même dans une épicerie, il y a de l'ordre qui est mis. Donc ici, si vous allez convoquer le Premier ministre, il vous dira peut-être que c'est peut-être le courrier du ministre des Sports qui a été mal adressé, ou alors qui a dû avoir une mention qui ne devrait pas être, c'est soit le courrier qui est parti, ou alors l'injonction, ou alors la communication qui est partie de la présidence qui a été mal interprétée. Autant de choses, mais nous ne voulons pas entrer dans cela. Nous disons juste que il faut absolument que le gouvernement mette de l'ordre, parce que lorsqu'il ne voudrait pas, lorsqu'il ne veut pas qu'on critique son action, il faut absolument qu'il se conforme aussi et serve les intérêts des Camerounais, au lieu de se lancer, je dirais, dans ce jeu qui, ma foi, je pense à un moment donné est fait à dessein. Parce que, regardez, on fait exprès de ne pas respecter l'engagement ou la présidence gouvernementale. Écoutez, là, on nous a servi un sujet de débat. On nous a servi un sujet de débat. Pendant que nous devions en train de réfléchir sur comment mieux nous organiser par rapport à une situation X, voyez-vous, il y a l'élection régionale qui arrive là. Les partis sont en train de s'organiser, tout au moins ceux qui ont des conseillers, des élus. Nous sommes là dans un débat et l'opposition est engagée dans un débat d'une correspondance d'un ministre à un autre. Vous voyez comment on nous donne là des arguments de distraction. Et si c'était fait à dessein? Tenez-vous tranquille, le parti au pouvoir, lui, il est en train de s'organiser très bien pour ces élections. Il est même très en avance. Pendant que nous sommes en train d'attendre des décrets d'application et bien d'autres, au lieu que nous puissions nous organiser et convaincre même les conseillers municipaux de ce parti-là à voter pour nos différents candidats que nous allons présenter, mais nous sommes là en train de débattre sur une correspondance d'un ministre. Vous voyez à quoi on nous réduit? On nous réduit à cela. Et nous allons donc essayer de trouver des arguments pour justifier l'absence du Premier ministre, la lettre, le mot du secrétaire général de la présidence que nous n'avons pas vu, la lettre, la correspondance du ministre des Sports. Voilà à quoi on réduit l'opposition camerounaise. Cacophonie, persister, il n'y a pas de Premier ministre au Cameroun, c'est peut-être le secrétaire général de la présidence de la République qui est le nouveau patron du gouvernement. Bon, c'est le fait, c'est pas moi qui le dis, ou bien c'est pas le SDF qui le dit. Nous constatons tous avec les Camerounais que bon, de véritables chefs du gouvernement n'est pas là où on croit. On croyait.
Donc, mais je vais dire au bureau de Fofo qui joue le rôle de... S'il vous plaît. Mais laissez-le s'exprimer. La sauvagerie fait partie des bases de l'opposition. Laissez-le s'exprimer. S'il vous plaît. Je pense quand même que nous avons un plateau. Non, est-ce qu'il a quoi à voir avec votre plateau? Laissez-le s'exprimer. Merci beaucoup. Les Camerounais l'ont déjà jugé, c'est pourquoi ils ne l'ont jamais élu. Permettez-moi d'aller au bout de sa pensée. Merci. Je vais dire, bon, je retire mon propos. Je dis à ce monsieur. Pourquoi tu le retires? Je dis. Tu n'avais pas le cerveau au moment où tu utilisais ton propos. Monsieur Limbi, calmez-vous. Non, attends. Vous savez que le père est 10 fois plus sauvage que vous. Mais vous êtes d'abord sauvage. Je vous encourage à comprendre. Regardez comment vous vous comportez. Vous venez de retirer votre comportement. Bon, je maintiens mon mot. Voilà. C'est ça que je vois. Maintenez votre mot. Si vous êtes calmé maintenant. Non. Maintenez votre mot. Je le maintiens. Maintenez-le. Mais pourquoi vous le retirez d'abord? Ah ben, permettez à ce que... Non. Laissez qu'il maintienne son mot. Maintiens ton mot. Allez-y. Monsieur voilà les gens qui veulent aller au gouvernement. Monsieur Elimbe est de loin sur ce plateau de servir de morale. C'est monsieur. Mais monsieur Elimbe... Donc finalement, l'émission, c'est monsieur Elimbe. Non, c'est-à-dire tu le démontres plus comment le pays vous parlez de moi. Je t'ai dit que tu es le seul homme politique sur ce plateau à qui le peuple a toujours refusé un mandat. Il n'y a pas de problème. Voilà. Donc tu n'as rien. Vous êtes maintenant satisfait? Mais je répète simplement. Répondre à ma question. Monsieur Elimbe, votre consultant a questionné. On vous a refusé des mandats là-bas. Vous êtes maintenant à Douala, c'est dans le cadre d'un nomadisme. Là-bas aussi, on vous a refusé un mandat. En 2027, monsieur Elimbe, ça sera à votre village. C'est dans le bas. Monsieur Elimbe, permettez qu'il aille au bout de sa pensée. Je dis que ce monsieur n'est pas un modèle en matière de valeur morale. C'est l'homme qui a fait de sa vie de la rapine dans le parti. Oui. Quand il était encore SIF, c'est transfert du SIF. Il est là, monsieur Elimbe. Je suis un homme assez éduqué. Je regrette mon côté. C'est ça. Je dis que vous une bonne éducation. Je ne vais pas ici remettre sur la place publique vos frasques financières. Je vous laisse sombrer dans votre... Vous continuez dessus. Ça qu'on ne vous a jamais. Oui, ça va. Vous m'avez gagné. C'est ça qui est important. Monsieur Elimbe, je suis Monsieur Elimbe a été deuxième dans la vie du SGF. Il a eu la chance d'être conduit. Vous n'avez jamais eu la chance d'être deuxième. C'est une chance. Monsieur Elimbe, s'agiter ne fait pas de vous quelqu'un qui a une vitalité certaine. Bien sûr. L'agitation ne fait pas de vous. Moi, je préfère que vous soyez d'une très bonne vitalité. Quand vous tirez de la sauvagerie. Maître Biliga, avant de prendre pour revenir dans votre il n'a rien à dire. Après, ce monsieur qui fait tant de bruit, il fait une pollution sonore incroyable. Allez-y. Donc, pour revenir à votre question, la sortie du MICEP demande suffisant la cacophonie gouvernementale. Parce que dans les normes, l'administration est verticale et n'est pas horizontale. Et on ne peut recevoir des ordres que de son chef hiérarchique et non pas de celui dont vous avez le même niveau. Donc, il est incongru de voir le MICEP écrire à son collègue du MISanté, pas pour lui demander un service, mais pour lui donner une injonction. C'est une maladresse. Et tous les deux ont pour chef du gouvernement le PM. Ça veut dire que, comme le disait mon camarade Jean-Robert Wafo, le premier ministre au Cameroun, on a fait de lui la serpillère de la République. Comme pour répondre ses propos, qu'il est n'importe qui peut venir essuyer ses pieds. Et ça, c'est pas normal. Je suis un Camerounais, je suis un républicain, je supporte ça difficilement, qu'on manque aussi au Premier ministre autant de respect. Donc, c'est pas possible. C'est ce que je voulais donc préciser. Et c'est une cacophonie dont ce gouvernement nous a habitués depuis fort longtemps, depuis 38 ans là où il est, et qui, ça n'a pas pu changer jusqu'ici. Donc, et maintenant, cette crise sanitaire et l'honorable Nietzsche a démontré à suffisance le scandale financier qui est grave. Ça va au-delà de 21 milliards, mon cher Frédéric. Ça va au-delà de 21 milliards. Le gouffre est important. Et n'en déplaise à ce monsieur, à ce Rossignol qui est à côté de moi, que nous allons dénoncer. L'honorable Nietzsche va toujours dénoncer ce gouffre et qu'il confond. L'honorable Nietzsche, pour le préciser, n'est pas gestionnaire de l'argent de l'Assemblée nationale. C'est un député. Il ne gère rien à l'État, il ne gère aucun budget de l'État. C'est un député qui reçoit
qu'ils reçoivent ces indemnités telles que définies par la loi. Donc M. Elimbi, même dans ses rêves, ne sera jamais député. Pas la question. Qui peut faire le bruit comme... Alors, Maître Joseph Claude Biliga, la question de cette cacophonie gouvernementale s'est posée. Les uns et les autres ont eu le sentiment que le ministère, le professeur Narcisse Monet-Kombi, donnait des injonctions au ministre de la Santé publique, le Dr Manaouda Malachi, et qu'au-delà de tout, pourquoi cette recommandation, cette prescription ne vient pas du Premier ministre du gouvernement? Première chose, il faut noter que c'est le président de la République qui coordonne en réalité cette lutte. C'est lui le chef. Ceux qui sont plaints ici que le président de la République n'était pas au devant de cette lutte, doivent savoir que c'est lui qui est au devant. Lorsque vous ouvrez le journal de la CRTV, c'est le discours du président de la République concernant la Covid-19. On ouvre ce journal, la partie réservée à la Covid-19, par le discours du président de la République. Donc c'est lui. Or, qui dit président de la République, dit, de par la Constitution, la possibilité qu'il a, lui, le président de la République, de déléguer ses pouvoirs à certains de ses collaborateurs. Dans le cas d'espèce, nous savons tous que depuis le président Eidjo, le secrétaire général de la présidence a une délégation de pouvoir. Certains diraient même, c'est le président de la République bis, appelons ça ainsi. C'est pour ça que vous comprenez. Donc, à ce titre, vous allez voir des courriers émanant du secrétaire général de la présidence de la République adressés au Premier ministère. Vous verrez, au Premier ministre, je veux dire, vous verrez les courriers émanant de la secrétaire générale de la République adressés au ministre. Parce qu'il agit au nom du chef de l'État. Puisque le chef de l'État peut s'adresser directement à un ministre sans forcément passer. Mais il y a un chef de gouvernement. Laissez parler, je suis en train de vous expliquer ce qui se passe. Je comprends très bien. Voilà. De la même manière, vous allez voir que le secrétaire général du Premier ministre s'adresse parfois à des ministres d'État. Mais il s'adresse parce qu'il a une délégation du Premier ministre. Donc lorsqu'il le fait en réalité, c'est comme si c'est le Premier ministre qui s'adressait. Vous comprenez déjà ce que je voudrais que ça soit de manière claire. Ceux qui disent que le président de la République est un dictateur, il délègue ce pouvoir. La loi le lui permet et c'est ce qu'il fait. Dans le cas d'espèce, le secrétaire général de la présidence de la République a délégation de pouvoir et agit au nom du chef de l'État. Alors maintenant, au niveau entre les ministres, il arrive également qu'il y ait des échanges de correspondance entre les ministres. Certains y ont trouvé une sorte de, comment on appelle ça, de hiérarchie ou bien de... Non. Non, le secrétaire général pouvait écrire directement Maître Biliga au ministre de la Santé. C'est plus mieux. Parce que c'est le collègue du ministre de la Santé qui écrit pour lui donner une instruction. C'est pas bien Maître Biliga. Je ne sais pas si c'est une instruction. Chacun fait la lecture de ce Oui, quand il a une lettre du BICEP, c'est une instruction à son collègue. Et c'est ça qui n'est pas bien, c'est de ça qu'on devait mettre Biliga. Si le secrétaire général avait écrit directement au ministre de la Santé, peut-être ça aurait posé moins de problèmes que ce soit son collègue. Vous allez trouver toujours un problème. Je vous ai dit tout à l'heure que si qui n'est pas le secrétaire général, n'est pas le Premier ministre, le Premier ministre c'est un suffrant. C'est ce que j'avais dit. Ça veut dire que même si on était passé par le Premier ministre, si on était passé par le secrétaire général, était passé sans passer par le Premier ministre, vous aurez toujours crié. Toute la problématique ici reste sur la correspondance du secrétaire général adressée au ministre des Sports. Si correspondance il y a eu, parce que il pouvait dire au ministre des Sports préparer les infrastructures sportives pour le CHAN et autres. Et voilà. Bon, je ne suis pas dans le secret des dieux. Même si vous avez le secret des dieux, dites non. Tout dépend de ce courrier-là. Mais il reste à déplorer que la correspondance quand même du ministre des Sports pour son homologue de la santé, non seulement se retrouve sur la place publique de cette façon, mais aussi qu'elle soit rédigée de cette façon-là. Non, moi je dis chacun a son appréciation. Mais lorsque vous regardez dans la correspondance administrative, vous trouverez ce genre d'échange entre les ministres. Peut-être dans le cas d'espèce, quand c'est les profanes comme nous qui tombons sur ce genre d'échange, ça crée problème. Mais je vous assure que vous trouverez beaucoup d'échanges. Tout à l'heure, vous voyez bien que monsieur Bélémé disait que c'est normal que le secrétaire général s'adresse au ministre, sans passer par le Premier ministre. Je vais vous démontrer qu'il s'adresse en tant que président de la République. C'est une délégation de pouvoir.
Oui, mais je ne l'ai pas dit, non. Non, merci, je ne l'ai pas dit parce que moi, aucune correspondant du secrétaire général au ministre des Sports, parce que j'ai Vous avez dit que le ministre est un chiffon, vous n'avez pas encore le considéré comme étant rien. Oui, bien sûr, quand le ministre, ça donne le plaisir de faire des injonctions. Il y a une répartition du travail. Le Premier ministre, le secrétaire du service Premier ministre, écrit au ministre qui sont parfois supérieurs hiérarchiquement supérieurs. Il écrit au ministre d'État, lui il n'a que rang de ministre. Il l'a écrit, mais il l'a écrit parce qu'il agit en tant que Premier ministre, délégué, avec une délégation de pouvoir concédée par le Premier ministre en vertu de la loi. Maintenant, je suis d'accord avec M. Matomba parce que lorsqu'on dit quand même ce courrier, on a comme l'impression qu'il y a une sorte d'instruction, mais en réalité, ce n'est pas ça. Je pense que le problème sera réglé. C'est un problème qui sera réglé. Et ces instruments, ces hôpitaux de campagne seront démantelés. Et la vie va reprendre normalement. Mais je sais qu'il y a certains qui sont là, qui passent leur temps à regarder. Chaque fois que le gouvernement respire fort, ils sont là pour trouver des moyens à polémiquer sans féliciter le gouvernement pour le travail bien fait. C'est ça qui est le dommage. C'est-à-dire que vous n'avez... Mais vous savez, moi tout à l'heure je vais vous donner un exemple. Très rapidement, je vous ai donné l'exemple de votre culte de personnes qui dépasse de loin ce qu'on a vu dans ce pays. Même du temps même à RD Congo de Mobutu, vous ne voyez pas ça. Ou dès qu'un député, je veux dire, qu'un député, même pas président du parti, dès qu'il respire, mon ami Wafo, sur tous les réseaux sociaux, ils publient. Vous-même, vous venez dedans. Tout le monde entre dedans. Il ne se rend même pas compte de l'agacement que ça crée à l'intérieur de ce parti. On va prendre quelques SMS. Monsieur Limbolo, vous n'êtes pas militant, vous voulez dire qu'on va prendre les SMS. Continuez à faire votre culte. SMS, monsieur. Merci beaucoup. Vous faites votre culte dans le réseau. Parlez-nous de ça dans le plateau télévisé. Commissionnaire une fois entrer à DPC. C'est pas ce que vous faites. C'est plus honnête. Ça vous dérange. C'est intellectuellement honnête. Monsieur, non, allez-y. Ça vous dérange. Vos militants démissionnent tous les sont dans le MNF. Merci beaucoup, Abel. Vous m'en voulez. Je suis pas un transfuge. Quand je quitte, je suis transfuge. Alors, son sens. Le rôle de l'opposition est de contrôler l'action du gouvernement, sauf s'il n'est pas de l'opposition. Et parler de ça n'empêche pas que l'opposition doit s'organiser. C'est M. Niamey de Douala qui nous a envoyé son message dans le cadre de cette émission ce soir. Bonsoir, le plateau, le Cameroun est un pays laïque, donc il gagnerait, à vous M. Libi, vous gagnerez à garder la Bible pour l'Église et ses fidèles. C'est ce que nous dit M. Baye dans le cadre de ce message. On ne s'est pas empêché d'utiliser le remède qui venait d'un ecclésiastique. S'il vous plaît, toujours avec le même monsieur, M. Matomba parle. C'est parce que c'est que la laïcité. On nous dit ça. Merci beaucoup à lui. On nous a dit qu'il faut davantage être ouvert d'esprit. L'opposition nous offre un spectacle désolant depuis des années dans ce pays. On le voit encore ce soir sur le plateau venant de nos années politiques. Monsieur Limbolo, il n'y a pas de l'opposition. Vous permettez que je puisse des SMS? Allez-y. Merci beaucoup. Alors, qui sont censés nous guider. L'opposition est très divisée, s'enfonce au fil des années et sans exception, tous les partis. Pour le sujet, les odeurs de détournement sont très fortes dans la gestion de cette pandémie, raison pour laquelle on encourage et précipite le démantèlement de ces hôpitaux spéciaux au détriment même du Chan et de la Coupe d'Afrique des Nations. C'est Eyum Paul qui nous a envoyé son message ce soir. Good evening, bravo to Mr. Limbolo. The opposition think that is by criticism that they win election. No, ask SDF what concrete thing had all his parliamentarians of Vuri do for 50 years in parliament. Ask MRC what their unique parliamentarian did with the money for micro projects. Shameful opposition. Thanks to Mr. Edin Bilobe for opening our eyes. Simon from Limbe qui nous envoie son message. Bonsoir, très belle émission. Le SDF doit faire très attention. L'honorable Jean-Michel Nietzsche
est loin d'être le plus sérieux de cette formation politique et même de l'opposition. Trop parler davantage donne maladie, c'est ce que nous dit ce téléspectateur, M. Ebon Delimbe, qui s'adresse à l'honorable Jean-Michel Dithieu. Bonsoir. Alors, on y revient. Alors, à force de critiquer le gouvernement depuis qu'il est député, qu'a-t-il concrètement fait? Qu'il nous montre le moindre des forages construits ou la moindre des écoles reconstruites dans sa circonscription? Pourquoi au Cameroun, les opposants ont pour plan politique critiquer le gouvernement en place? N'ont-ils pas des idées ou des propositions à dire ou à faire aux Camerounais sur ce que le RDPC nous a proposé jusqu'ici? D'ailleurs, c'est la raison pour laquelle le RDPC continue de gagner paisiblement les élections au quotidien. C'est ce que nous dit ce téléspectateur. Bonsoir à l'émission. Tout au clair, je me demande si notre opposition a compris finalement les leçons qui lui sont servies au quotidien. Malheureusement, elle joue à la sourde oreille et cette opposition n'aura que ses yeux pour pleurer le moment venu. C'est ce que nous dit cet autre téléspectateur. Plusieurs autres SMS sont également arrivés. Bonsoir, merci Abel Elimbilobert. Il est très lucide et particulièrement objectif. Le pays a besoin de gens comme lui. C'est Eric de Makepe qui nous envoie son message ce soir. Bonsoir. Je ne sais pas si c'est Eric Perla, c'est signé Eric Toukou. Bonsoir à vous sur le plateau. Alors, Abel Elimbilobert est un exemple pour nous, la jeunesse, et davantage pour notre opposition camerounaise. Bonsoir à vous sur le plateau. C'est M. Epo de Douala, s'il vous plaît. Très belle émission, M. Elimbilobert, M. Matomba. Vous êtes des exemples à suivre. C'est ce que nous dit ce téléspectateur. Bonsoir à vous sur le plateau, surtout à M. Abel Limbilobert. Merci d'avoir ramené votre Bible sur le plateau. M. Kassem Denyala Japoma qui nous envoie son message ce soir. Bonsoir à vous sur le plateau. Dans le cadre de votre émission, l'exigence, la première affaire, c'est notamment que les interlocuteurs se respectent. Je condamne fermement la violence verbale du représentant du SDF, sur le plateau, s'il vous plaît. C'est M. Christian Mwandio qui nous envoie son message dans le cadre de cette émission. Vivement que les acteurs politiques, qu'on soit d'opposition ou du parti au pouvoir, qu'on se respecte mutuellement. Que le monsieur du SDF sache que ce n'est pas en insultant Abel Elimbilobert qu'il changera la vérité des choses, c'est que le SDF se lance dans la course pour rattraper le MRC. Bonsoir à vous sur le plateau. Merci à la clairvoyance de Abel Elimbilobert et notamment du représentant du RDPC ce soir, Didier de Logbessou, qui nous envoie son message. Le monsieur du SDF, je ne vais pas lire le message qu'il a envoyé, doit en revoir son lexique avant de revenir sur les plateaux de télévision et éviter de copier-coller son supérieur hiérarchique du parti, Jean-Robert Wafo, qui lui inculque davantage une mauvaise base d'éducation et qui le conduit dans les abysses des insultes. Ça n'honore pas le SDF, encore moins les cadres du SDF. C'est un parti que nous respectons, mais les hommes qui constituent cette formation politique sont... L'expression ne me sied pas beaucoup. Je n'ai pas envie d'utiliser, je ne trouve pas de qualificatif immédiatement, donc je vais m'arrêter là. Bonsoir à vous sur le plateau. Abel Elimbilobert est magistral comme toujours. Bravo à Serge Espoir Matomba. Son exemple ou son analyse est si juste et il est très posé. Bravo. Très bon débat. Tant pis pour les professionnels de la contestation permanente et de la péroraison creuse. Ah ben je crois que vous avez fait des adeptes de votre expression. Non, l'expression est Jacques Bikoumen qui nous envoie son message ce soir. Ils sont très nombreux à nous envoyer des messages tant sur nos différentes portes d'accès, mais il nous reste très peu de temps. Nous ne pourrons malheureusement pas continuer à lire. Hein. Merci à Jason Marcel Elamé qui nous a écrit pour féliciter la contribution des acteurs sur le plateau. Rodrigue ou Romain qui également nous a écrit, monsieur un thème restaurateur qui est
également dans le cadre de cette émission. D'assidieux donné nous a également écrit, Frédéric Simon, ils sont nombreux à nous écrire sur notre plateforme d'accès Facebook pour nous permettre également de donner leur contribution dans le cadre de cette émission de Tout au clair sur la télévision du monde. Bonsoir, bravo Abel Linglebert, vous avez toujours les preuves et les arguments positifs et constructif. Boubacaré Ousmanou, Diblek à Marois, à l'extrême nord du Cameroun, qui nous envoie également son message ce soir. Bonsoir, je félicite toujours et je féliciterai encore et toujours Abel Elimblobert de dire toujours la vérité à ces hommes politiques qui arrivent seulement maintenant pour découvrir que tout va mal. Les autres passent leur temps à critiquer pour critiquer et rien ne change malgré la critique quotidienne. JP, donc on s'en bat, qui nous envoie également son message dans le cadre de cette émission de ce soir. Plusieurs messages continuent d'arriver. On ne pourra malheureusement pas continuer de les prendre, mais Abel, il faut pouvoir se dire que l'instruction ou l'injonction a été donnée, mais à date, on n'a pas encore vu, on n'a pas encore noté le commencement du démantèlement de ces hôpitaux spéciaux. Cela quand même va être fait dans le bref délai, puisque la note dit et précise dans le bref délai. Comme il n'y a pas une date, pourquoi on se plaint? Laissons les faire et on verra si les stades ne vont pas être apprêtés. Vous savez, je suis en face d'un gouvernement que je sais qu'il gouverne mal. Donc je ne suis pas à la recherche de ses fautes. Je souhaite d'ailleurs que ce qu'il entreprend, qu'il réussisse. Parce que si vous faites 40 ans, c'est pour ça qu'il y a un proverbe arabe qui dit que mieux vaut le diable qu'on connaît que l'ange qu'on ne connaît pas. Parce que le diable, on sait qu'il se débrouille, il va quand même construire les stades. Et 40 ans après, si vous vous asseyez objectivement sur cette table, vous verrez que Paul Biya fait pas mal de choses. Hein. D'abord, il a maintenu l'État debout. Ce n'est pas parce que je leur ai dit qu'on ne gagnera jamais les élections contre Paul Biya. Donc, ceux qui pensent que c'est assommer le peuple camerounais des critiques incessantes au risque de se rendre inaudibles. Parce qu'il y a des gens qui, actuellement, quand ils sont sur un plateau de télévision, les gens préfèrent aller boire. Parce qu'ils sont bloqués, leur logiciel est bloqué à la critique. Dès qu'ils voient le micro, Paul Biya n'a pas, le ministre n'a pas, le gouvernement n'a pas, si n'a pas. Bon, on préfère aller boire et d'entendre les n'a pas. Ça ne sert à rien. Et je t'ai gardé un morceau choisi, comme je savais que tu seras là. Le morceau choisi qui te concerne toi-même, Nietzsche et consort. Parce que vous constituez une petite église à l'intérieur du SDF. Comme la tienne. Mais moi, je parle de la Bible. Le roi Salomon, qui est considéré comme un sage dans la mythologie chrétienne, dans Proverbe chapitre 16, verset... Non, monsieur Moutomba, on ne va pas rester là pour écouter la lecture de la Bible. On ne sait pas, on n'est pas ici dans une église. Non, on n'est pas ici dans une chapelle pour pouvoir écouter un pasteur bourru qui doit lire la Bible tout le temps. Il faut arrêter ça. C'est pas possible. Non. Je dis que nous ne sommes pas ici dans une achève. S'il vous plaît. Tu continues à être sauvage? Parce que tu as déjà perdu toutes les élections parce que tu es sauvage. Tu viens à la télé, tu fais la sauvagerie, tout le monde te dit que tu es sauvage. Il faut écouter ce que les peuples ne sont pas venus ici lire la Bible. Écoute la voix. Je le dis et je ne suis pas ici pour écouter M. Limi lire. Il fallait nous avertir. Pas à toi. Nous inviter. Que monsieur aura un pasteur qui sera invité sur le plateau pour lui, il aura le temps de parler dans son propos. C'est quoi cette histoire? Le roi Salomon dit, avant l'écroulement, il y a l'orgueil. Avant l'écroulement, il y a l'orgueil. Et avant le faux pas, l'esprit hautain. Il y a une catégorie d'acteurs dans la politique camerounaise qui d'ailleurs malheureusement se réclament de l'opposition, qui sont parvenus à croire que ils sont de bons opposants, d'autant plus qu'ils courent leur parti. Plus le parti échoue, mieux cela vaut pour eux. Plus le parti perd du terrain, mieux cela vaut pour eux. Plus les gens qui étaient par exemple maire adjoint
sont battus aux élections de la pire des manières à Douala 2, où M. Wafou était maire adjoint. Vous êtes majorité absolue. Pour la première fois dans l'histoire de Douala 2, pour dire que quand tu es omnibulé, tu ne veux pas voir ce qui se passe. Ce qui se passe, c'est que les discours comme ceux-ci, en réalité, les gens ne les écoutent plus. Le discours qui manque et qu'ils sont incapables d'élaborer, c'est celui de comment on fait pour avoir une bonne gouvernance. D'accord. Alors, comment faire pour avoir une bonne gouvernance, surtout autour de cette question de la Covid-19 qui a suscité beaucoup de polémiques et même beaucoup de controverses au moment où on appelle au démantèlement de... S'il vous plaît, monsieur. Au moment où on appelle au démantèlement de ces hôpitaux spéciaux. Il faut se préoccuper ou alors se poser des bonnes questions ou agir dans le bon sens. Qu'est-ce que nous pouvons tirer de tout ce qui a été fait concernant la Covid-19 au Cameroun aujourd'hui? Est-ce que si demain il arrivait que cette épidémie ou alors cette pandémie ressurgisse avec force, est-ce que nous sommes capables de contenir cela? Est-ce que s'il arrivait que nous faisions face à un autre type, si vous voulez, de pandémie, nous serons capables de faire face à cela? Il y a le choléra qui va grandissant et bien d'autres maladies. Donc aujourd'hui, je pense que nous devons beaucoup plus tirer les leçons. Et comme je l'ai dit d'antan, nous devons faire un audit froidement de la question, de tout ce qui a été, parce que quel que soit ce que nous allons dire ici sur le plateau, cette pandémie nous a tous surpris. Et nous avons été obligés, nous-mêmes, de puiser dans toutes nos réserves pour pouvoir combattre, parce que on vivait, si vous voulez, dans l'incertitude totale. Et pour plusieurs d'entre nous qui avons perdu des membres très chers, nous ne pouvions pas, n'est-ce pas, nous mettre sur à engager des positions tout simplement critiques sans être dans des positions préventives ou alors curatives même de ce qui était en train de se passer. Donc présentement, il faut rester froid et dire que voilà, cette situation est en train d'être dépassée, mais toutefois, le contribuable a été engagé. Il faut faire une évaluation, un audit clair de ce qui a été fait et que les responsabilités soient assumées. Toutefois, mais évoluer. Alors, aujourd'hui, on doit prendre les leçons et se dire qu'au-delà de la Covid, il y a un problème de gouvernance qu'il faut résoudre. Oui, c'est là où je ne suis pas toujours d'accord avec mes amis du RDBZ, mais pour une fois, ils vont être d'accord avec Maître Biliga, que nous attendons ardemment de pied ferme le rapport l'audit qui a été commandité par le Premier ministre, chef du gouvernement, par la Chambre des comptes, d'auditer le compte Covid-19 pour que qu'on sache ce qu'on en a fait exactement avec l'argent du contribuable camerounais. Et je vais aussi réagir en disant que vu la réaction du téléspectateur de LTM à travers les SMS démontre la suffisance et m'amène à féliciter l'honorable Nietzsche qu'effectivement il est celui qui dérange véritablement le RDPC et que je le salue pour cela et voilà et que le RDPC et ses excroissances et ça. Cela étant dit, je crois que nous attendons de pied ferme ce rapport par la Chambre des comptes, tel qu'a demandé le Premier ministre. Joseph Kobilia, on doit se dire, à demain, le démantèlement, vive la Coupe d'Afrique des Nations et vive le CHAN? Bien sûr, mais en attendant, ne soyez pas surpris que d'ici la fin de l'année, vous appreniez qu'un député a démissionné du SDF pour se retrouver dans un autre. Ça, c'est votre rêve, il faut être naïf pour ne pas le voir. Tout ça se voit vraiment, même d'une manière lointaine. On se rend compte que ce monsieur ne se sent plus à l'aise dans le SDF. Il est très à l'aise au SDF. Je pense qu'il va rejoindre là où sa place doit être, de l'autre côté. Mais je pense que il y a, à la fin de cette émission, il y a une chose qui transparaît clairement, c'est que le gouvernement a réussi à nous éviter la catastrophe que les pays européens et d'autres pays ont subi du fait de... Ils sont même en train de continuer à subir parce qu'aujourd'hui, par exemple, en France, il y a des urgences. On est à des urgences. Monsieur, vous avez souvent de féliciter la population camerounaise par rapport à ça.
je dis pour une fois que même les opposants sont d'accord avec nous, c'est une très bonne chose. Non, précisons bien. C'est pas ce qu'on a dit. C'est pas ce qu'on a dit. J'ai demandé si vous arrivez sur des population n'a rien fait. Voilà. Mais je dis, j'ai pas dit que tout à l'heure, lorsque je parlais de l'archevêque de Douala, à l'entame de mon propos. Et il n'y a pas de gouvernement. J'ai parlé des cliniques privées qui ne sont pas de gouvernement. C'est-à-dire que les Camerounais ont essayé d'une manière générale, même comme on a quand même, il faut être honnête en disant que parfois on a eu peur par le relâchement de mesures de sécurité et qui doivent continuer d'ailleurs. Parce que moi, quand je me promène, j'ai toujours mes cache-nez et autres. Donc, je dis... Mais est-ce que tu fais suffisamment de distanciation? Nous faisons le maximum. Je fais le maximum de distanciation. Non, monsieur la chance que j'ai... s'il vous plaît. La chance que j'ai, c'est que je suis dans mon véhicule, je suis dans mon bureau seul. Donc, la distanciation, je l'applique d'une manière assez évidente. Donc, moi, je pense que c'est ça. Il faut quand même féliciter le gouvernement pour le travail qui a été fait et espérer, non pas espérer, et souhaiter d'une manière ardente pour faire une fleur à mon ami du SDF que la Chambre de compte de la Cour suprême nous sorte un audit clair et net pour fermer toute la bouche à ceux qui pensent qu'il y a eu des malversations. Merci beaucoup à vous tous, messieurs. Avant de partir, on va prendre 2 SMS, notamment celui de monsieur Jason Marcel Elamer. Monsieur Serge Matamba est vraiment pertinent, posé dans son argumentaire. Il a pris la peine de répondre comme doit le faire un jeune loup de la politique avec une vision et pour un Cameroun meilleur. C'est ce que nous dit ce téléspectateur. De l'autre côté, nous avons monsieur Duprixmani du ADPC. Bonsoir Frédéric, bonne émission. Le SDF tendance MRC se trompe lourdement et tombe malheureusement dans l'impolité vis-à-vis de votre consultant qui est très lucide et très pertinent et bien évidemment les autres panélistes à l'exception de celui du SDF. Je tire le chapeau au représentant du ADPC qui est chirurgical dans ses explications. Le fonctionnement du gouvernement est très complexe et nécessite plus de compréhension selon les circonstances que les critiques, les mêmes qui avaient critiqué l'action gouvernementale dans son offensive contre la Covid-19 sont mieux aujourd'hui devant son efficacité et sa réussite. Et les voilà aujourd'hui qui veulent à tout prix façonner une polémique entre ministres de la République. Bonne émission. Patrick Dupris, Anissé Mani, qui nous a donc envoyé son message de cette émission ce soir. C'est avec ces contributions, mesdames et messieurs, que nous mettons un terme à ce programme. Merci encore d'avoir participé à cette émission ce soir. Merci à Maître Joseph Obliga du AVPC, Serge Matamba, premier secrétaire du PUS, et également M. Xavier Béléné du SIF, non sans citer notre consultant permanent Abel Eline Bilobert. Mesdames et messieurs, merci encore de nous avoir accompagnés. On espère vous avoir apporté le maximum ce soir et on espère vous retrouver ce mercredi 21h pour la dernière livraison de cette semaine de Tout au clair. Bonne soirée à toutes et à tous et à très bientôt.